Popcorn Club numéro 37. Aujourd'hui, on vous parle de Men in Black. Bonjour Vincent Todini. Bonjour Caroline Poisson. Pour vous parler de Men in Black, on a invité aujourd'hui Antoine Bourse, scénariste, prof de cinéma, meuble maintenant de chez Mefamo. Indéboulonnable. Encore un qui reste. Bonjour Antoine. Bonjour. On a Christophe Cortouz, écrivain, journaliste ciné, meuble aussi du Popcorn Club à force. Hein. Moi, on peut me déboulonner, il n'y a pas de souci. C'est Je vrai n'ai aucun ego. Donc, Non, y a pas c'est de C'est un souci. meuble modulable. Eh bien, Voilà, ce soir, c'est je te ça. déboulonne. Ça commence bien. Salut Christophe. Pardon. Et non, mais ne t'excuse pas, écoute, 30 secondes, blague de beauf numéro 1. Nous, on aime bien. Et elle vient pas de moi. Je suis super fier, dis donc. Ni de moi, et là c'est Vincent qui est fier. Ouais. Et Christophe Mavronis. Moi, je suis fier tout court. Ouais. Bravo Oui, Christophe. oui, mais j'ai ma fierté aussi, donc je ne ferai pas de blague de beauf cette fois-ci. En tout cas, pas tout de suite. Christophe, réalisateur, scénariste, fondateur de notre merveilleuse ASBL ou dans les bureaux de laquelle nous enregistrons notre merveilleux podcast. Et on a Charlotte à la technique. Salut Charlotte et merci beaucoup. Cette fois, tu n'as pas de micro par contre. Voilà. On en a installé que ça. Cofondateur. Crie je précise. crie Je ne suis pas bonjour tout seul. Charlotte. Bonjour. Voilà, je suis sûre qu'on a entendu. On t'a super bien entendu. Voilà. Avant même de pouvoir discuter un petit peu des films que sont cette série qui est Men in Black, qui était d'abord un film au milieu des années 90 et puis qui a enchaîné sur une franchise, je pense que c'est important de un peu signaler que avant tout c'est l'adaptation d'un comics, mais pour lequel moi j'ai assez peu en réalité de connaissances, mais j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui s'est légèrement, pas spécialisé, mais renseigné sur le sujet, qui va peut-être pouvoir nous faire un petit topo. Qu'est-ce que t'en penses Antoine, Non, On pourrait faire ce topo. Je n'ai celui pas... qui nous a envoyé les comics par internet. Voilà, donc je vous les ai envoyés. Mais du coup, je comptais sur vous pour faire le boulot. Non, plus sérieusement, c'est un comics de Lowell Cunningham, un comics qui date de... en fait, aussi début des années 90, qui était assez contemporain au moment où ils ont acheté les droits. Mais c'était vraiment un comics indépendant et qui avait aussi ce côté un peu comme les Tortues Ninja, puisque justement vous avez fait un popcorn récent sur les Tortues Ninja. Il y avait ce côté un peu comics vraiment indépendant. C'est plus tard que le comics a été racheté par Marvel. En fait, une fois que... D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils ont pris les droits de ce comics-là, c'est que c'était un comics qui avait un peu une espèce de culte underground, mais qui n'était pas très cher, j'imagine, à acheter, vu qu'il n'était pas encore sous une grosse égide comme Marvel. C'est plus tard que Marvel a racheté les droits de la petite boîte d'édition des comics. Mais donc Lowell Cunningham qui s'est basé, en fait, ça c'est aussi un autre truc important dans l'origin story de Men in Black, c'était un comics qui se basait aussi sur une conspiracy theory, une théorie du complot, à savoir que effectivement il y aurait une espèce de super agence d'hommes en noir, d'hommes habillés uniquement en costume noir, qui gérait un peu tout ce qui était parallèle et caché aux États-Unis. Et lié aux extraterrestres en particulier. Liés aux extraterrestres en particulier, mais pas que, ceci dit. Oui, je pense que dans le comics, il y a aussi du fantastique Oui. dans le sens plus premier Ouais, degré. et qui donc disparaît dans le film, mais ça on va y venir dans un instant, sauf si t'avais terminé. Non, voilà, ça reste vraiment un comics assez... qui a ce ton et ce look vraiment comics underground. C'est pour ça qu'il m'a fait tout de suite penser aux Tortues Ninja quand je l'ai eu Bah en oui, face et- les yeux. Et Ouais. sans doute plus trash aussi, j'imagine. Oui, ça va, ça reste soft en fait. Ok. Mais Par c'est contre, le c'est ton, beau. je Hein. trouve que le ton n'est pas... Il y a moins d'humour. Ils l'ont relifté un peu après la sortie du film. Ils ont fait aussi une version avec vraiment les personnages qui avaient les looks vraiment des acteurs, etc. Mais bon, j'ai pas eu l'occasion de les lire tous, donc je ne saurais pas vous dire vraiment l'évolution totale. Je propose qu'on commence avec ce premier film donc des Men in Black, j'allais dire des Tortues Ninja maintenant, de Men in Black. Tu veux qu'on sorti en- recommence Non. Tu peux monter tout ça. Tu peux Non, recommencer. je sais bien. Sorti donc en 1997 et réalisé par Barry Sonnenfeld et c'est en fait la deuxième fois maintenant qu'on parle de ce réalisateur dans ce podcast, puisqu'on l'avait déjà évoqué pour La Famille Adams. Alors en gros, Barry Sonnenfeld, c'est quelqu'un qui a eu un début de carrière en tant que réalisateur et vraiment, j'ai l'impression, ses heures de gloire plutôt dans les années 90, qui s'est fait révéler par le premier La Famille Adams, qui ensuite a sorti une suite, a réalisé aussi d'autres films, dont Get Shorty,
finalement a connu ses plus gros succès, comme je le disais, dans les années 90 entre la famille Adams et aussi donc le film qu'on évoque aujourd'hui, Men in Black, qui a été un vrai succès populaire et l'avait un peu positionné ce réalisateur-là comme l'un des incontournables du cinéma hollywoodien grand public des années 90. Et puis qui, j'ai l'impression quand même, au fur et à mesure des décennies suivantes, notamment dans les années 2000 et 2010, a eu de moins en moins de succès, disons, critiques, et s'est aussi mis de moins en moins finalement à tourner, et où là, surtout ces dernières années, j'ai l'impression qu'on est vraiment allé, vous me direz si vous avez cette impression aussi, qu'on allait vraiment le rechercher seulement pour faire des Men in Black, quoi. Qu'on est vraiment allé le rechercher pour aller faire Men in Black 3 et puis allez, salut, repars dans ton cosmos, je ne sais où. Le dernier film de lui dont j'ai vu quelques images, c'était Nine Lives. Ah oui, qui est ce que mes enfants regardaient en fait, puisque c'est l'histoire d'un personnage joué par Kevin Spacey qui meurt et qui se réincarne dans un chat, qui doit résoudre les affaires liées à son meurtre. C'est avec donc il y a Christopher Walken, Kevin Spacey, voilà. J'avais même pas remarqué que c'était un Sonnenfeld à l'image. C'est ça. C'est ça. Et alors, donc, ce premier Men in Black, ça parle de quoi ? En gros, ça dépeint, Antoine en a déjà un petit peu parlé, ça dépeint un monde où les extraterrestres sont quelque chose qui existe, sont rentrés en contact avec l'humanité, vivent parmi nous sur une planète Terre qui sert un peu de refuge et de zone neutre qui donc permet à des extraterrestres peut-être un peu réfugiés de peut-être venir vivre une vie un peu normale sur Terre. Et la particularité de ce monde, c'est que l'humanité n'est pas au courant que cette chose est arrivée parce qu'il y a une organisation ultra secrète, les Men in Black, qui régule un petit peu toute cette activité et s'assure que les extraterrestres restent cachés. Et ce monde-là, dans ce premier film, on le découvre à travers les yeux d'un jeune agent qui vient d'être recruté, qui s'appelle l'agent J, incarné par Will Smith, et on le suit de ses débuts, enfin pas ses débuts, mais de ses exploits dans la police new-yorkaise, où il se retrouve à appréhender un alien à lui tout seul, à être repéré par les Men in Black, à être recruté par l'agent K, incarné par Tommy Lee Jones, et au fur et à mesure de ses 2 premières journées de travail avec lui, se retrouve à traquer un alien particulièrement dangereux que personne n'a envie d'avoir à affronter dans sa carrière, qui est une bestiole, un bug, qui est une espèce de cafard géant de l'espace avec un culte d'infériorité qui tue un fermier incarné par Vincent D'Onofrio, lui vole sa peau et cherche à récupérer un objet clé qui est en fait une galaxie. Voilà, il y a que des concepts comme ça qui généralement sont exploités dans les Men in Black, mais voilà, je ne veux pas dire forcément exactement comment ça finit, mais une fois posé ce constat-là, on se rend compte aussi qu'on va avoir affaire à quelque chose qui respire aussi un peu l'aventure, le côté un peu exotique, un peu différent. De toute façon, on va spoiler le 1 oui. en parlant du 2. Oui, c'est ça. En fait, de toute façon, on va être obligé de ne faire que spoiler. Mais au moins, voilà, on repousse un peu le truc. Comme ça, vous pouvez, si vous n'avez pas encore vu le film, un peu écouter la suite de ce podcast. Mais avant même qu'on commence un peu à discuter de ce film et ce que vous me disiez un petit peu ce que vous en avez pensé à l'époque et à l'heure actuelle, question habituelle, vous la connaissez. Ça a été quoi votre première rencontre avec le film ou le comics ou en tout cas l'univers lié à Men in Black? Je commence par le plus ancien. C'est-à-dire Christophe. En fait, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu en fait le film. Non, allez. À l'époque, évidemment, il n'y a pas Internet, il n'y a rien. Il faut savoir que ce film, il a été promu ou promotionné pas mal à travers la chanson des Men in Black, qui n'apparaît pas du tout dans le film, mais dont le clip vidéo mettait en scène un alien et Will Smith déguisé en Men in Black, et qui passait en boucle sur MTV et sur à l'époque où on diffusait encore des clips. Ouais. Et puis moi déjà, c'est 97, c'est ça que tu as dit? Oui. Ouais. Donc 97, ça me fait 17 ans. Donc je suis en pleine folie jeux vidéo, découverte. 97, 17 ans 20... Non, on n'a pas le même âge. Peut-être plus âgé. Mais je suis fatigué aussi, je ne sais plus compter. On s'était déjà rencontrés pour moi. 97, mais vous êtes sûr que c'est pas avant ça? Non, c'est 97. 97. J'avais clairement 17 ans en 97, donc j'étais en train de paniquer. À l'époque, j'ai 27 ans, effectivement. Mais je suis déjà... j'aime beaucoup le cinéma, la télévision, etc. Et donc, je suis allé voir au cinéma, bien sûr. Et alors, ce que j'ai trouvé absolument formidable, c'est que ce film était vraiment une espèce de condensé
de ce qu'ont été les années 80 et les années 90, c'est-à-dire le buddy movies, buddy cop movies, le film fantastique, la comédie, Will Smith qui explose parce il déboule après Il vient de la Bad Boys. sitcom aussi. Il vient de la sitcom Fresh Prince of Bel-Air et puis Bad Boys. Et puis là, Oui. il va vraiment devenir. Et Independence Day. Et là, il va vraiment devenir une star internationale. Et c'est un peu ce qu'on appelle le lightning in a bottle, c'est-à-dire la formule qu'ils n'arriveront jamais, spoilons quand même un petit peu la suite du podcast, qu'ils n'arriveront jamais à retrouver. reproduire. Ouais. Parce que le concept est excellent, mais il est excellent dans une première exécution. Après, point d'interrogation. Mes premières rencontres, c'est cinéma. Je l'ai vu au cinéma et j'avais 27 ans et pas 17 ans. Oui, Voilà. c'était ça. Bah oui, je te lisais déjà, t'écrivais déjà pour Phoenix à l'époque. Je Ouais, c'est connaissais bien déjà possible. ton nom à l'époque. Ouais. Voilà. Bah, Christophe, alors. Ben, voilà. moi, même chose en fait. Je l'ai découvert en salle, tout simplement. Il y avait, j'étais pas forcément supra enthousiaste. Moi, j'aimais bien Sonnenfeld pour ce qu'il avait fait avec la famille Adams. Il avait aussi une solide réputation, je pense, en termes de rendu visuel, parce que déjà c'est un excellent chef opérateur. J'ai oublié de le dire, il a bossé les pour les frères Cohen, Cohen. Il a bossé pour les frères et sur Cohen. Misery aussi. Et je pense que le fait d'avoir bossé avec les Cohen n'est peut-être pas pour rien dans Et son pour Rob timing Reiner, aussi, ouais. dans la comédie et dans sa capacité à diriger les acteurs, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très, très efficace, je trouve, dans la majorité de ses films, et en particulier dans Men in Black, qui, moi, m'avait plu quand je l'avais vu en salle, sans pour autant que je rentre dans un truc délirant. Mais c'est quelques années après, notamment quand Men in Black 2 est arrivé, et là, pour le coup, à l'époque, avec Chris, on bossait pour SF Maga, si je me trompe pas, on avait couvert le film. Moi, je pense bien. Et où je l'avais redécouvert à cette occasion-là. Et en fait, Men in Black, pour moi, le premier est vraiment un de ces films qui, à chaque fois, dans sa simplicité, m'épate, parce que c'est une simplicité que je trouve super complexe, en fait. Ce qui fait qu'à chaque révision, je trouve en même temps le film toujours un petit peu plus touchant, un petit peu plus efficace. Ça reste pas, c'est pas un de mes films cultes que j'adore, mais il y a vraiment une forme de vibes qui me rappelle dans le ressenti un peu SOS Fantôme, cette espèce de parvenir à un équilibre qui est presque parfait entre la comédie, le respect des enjeux fantastiques, qu'on amène à un certain niveau de drôlerie sans pour autant les désamorcer, et c'est quelque chose, je trouve, qui est vraiment très très difficile à maintenir, et le premier Men in Black, il réussit parfaitement. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord. Je l'ai découvert, du coup, même année aussi au cinéma. Surtout, comme le disait Christophe, l'autre, c'est que, en fait, c'est un film qui a eu beaucoup de promotions. Et entre autres, moi, je me souviens surtout que ce que Mad Movies en disait. Donc, le film n'était pas encore sorti dans la salle, mais le Mad Movies était sorti. Et j'étais hyper impatient de le voir parce que toutes les photos des créatures, etc., des robots, de tout ça, enfin, tout cet univers interplanétaire que Rick Baker donc a créé pour le film était vraiment impressionnant. Rick Baker avec avec ELM, Industrial Light and Magic, était vraiment impressionnant déjà sur photo. Pour l'époque, en tout cas, on était waouh, il y a du boulot, quoi. Et ben moi, j'étais à ce moment-là, j'ai passé parfois du temps à Bruxelles où mon père dormait 2 soirs par semaine. Il travaillait à Bruxelles et on se faisait des petites sorties cinéma ensemble. Et j'étais voir ça avec mon père. Et en fait, on a vraiment kiffé tous les deux. On s'est vraiment beaucoup marré. Et c'était une chouette sortie. J'avais 17 ans, moi, pour le coup. Et donc, ouais, je me souviens vraiment d'un vrai kiff, en fait. Vraiment un truc, en effet, léger et tout, mais où tout fonctionnait. Dans le rythme, etc. C'est surtout le rythme, en fait, du film qui est vraiment redoutable. Et au niveau émotionnel aussi, enfin, j'imagine qu'on en reparlera plus loin. Et puis, en fait, il y a vraiment une espèce d'harmonie entre tous les éléments. Alors, le film a un peu vieilli sur certains de ses aspects, mais d'une manière générale, je trouve que le mélange CGI et effets prosthétiques fonctionne toujours très très bien, quoi. Il faut dire que tout le CGI, tous les prosthétiques ont été scannés par ILM, avec les premiers scanners 3D, etc. Donc vraiment, tout était reproduit assez à l'identique. Et je dirais que D'ailleurs, une malédiction dans les films Men in Black, c'est que toutes les fins sont systématiquement retournées, dans les 3, en tout cas les 3 premiers. Et dans le premier, effectivement, la fin, le climax manquait apparemment de punch. C'était surtout une confrontation verbale entre Will Smith et le bug, et la bestiole, et pour lequel la bestiole était en animatronique. Et en fait, là, le côté CGI se ressent un peu plus sur la fin, parce qu'ils l'ont un peu... Oui. Ils ont dû tout refaire en fait en CGI pour la fin, par rapport à la confrontation. Et toi, Caroline Alors moi j'avais 12 ans, mais c'était pas du tout ma cam au départ. Quand j'avais 12 ans, j'étais pas du tout science-fiction, etc. C'est pas que je l'étais beaucoup plus après, mais sauf avec de très bons films. Mais j'ai découvert Men in Black via un coffret cassette vidéo qui s'appelait Spielberg.
Donc, oui, bah oui. ce coffret m'a trompé. J'ai d'ailleurs vu ce coffret sur une brocante dimanche. Mais parce que c'est en blind. Voilà. J'avais pas dit, oui. Et donc, c'était un coffret Spielberg, c'est un coffret de cassette, comme ça, je l'ai. T'as Hook, Jumanji, Rencontre du troisième type et Men in Black. Oui. Et c'est comme deux, ça. quoi. Oui, c'est ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Oui. Est-ce que Jumanji a même été produit par Spielberg? Oui, c'est un Oui, blind oui, C'est aussi. produit, Oui, c'est tout à produit par Spielberg. Ouais. Mais donc, moi, je voyais Spielberg, moi, je pensais que c'était un film de Spielberg, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai découvert le film, c'est en cassette chez moi. J'ai trouvé ça sympa juste parce que je trouvais que Will Smith était très beau quand j'étais petite, enfin pré-ado, non, j'étais déjà ado quand j'ai eu la cassette, logique. Mais j'étais très très fan du Prince de Bel-Air, donc c'était vraiment Pareil. un avis Tout extrêmement à fait. pas du tout cinéphile. J'aimais bien Will Smith, voilà. Oui, pareil. Et j'ai trouvé le film sympa, mais c'était pas un de mes films doudou de l'époque. Absolument pas. Par contre, la série animée, beaucoup à la télé. Moi, ça, on en parlera après. T'as regardé la série animée, toi? Ouais, Ok. ouais. Et toi, Vincent? Bah, idem, hein. Je crois que j'ai déjà évoqué plusieurs fois en réalité dans le podcast, hein, mais quand j'étais plus petit. En fait, moi, j'ai découvert par l'exploitation VHS. J'étais plus jeune, je devais avoir 10 ans, un peu moins peut-être. Ce qui était l'âge de Chris Courtouts quand il a découvert le film aussi. Oui, c'est ça. Et il a découvert Casablanca, là, non? Oui. Casablanca, cinéma. j'avais 4 ans. Et un peu pour les mêmes raisons que Caroline, en réalité, j'avais un gros affect pour Will Smith parce que j'aimais beaucoup Le Prince de Bel-Air. Je le regardais sur France 2 quand j'étais petit. Je pense que c'était sur France 2 qu'il était diffusé. Et également la série animée. En fait, tout ça, j'ai découvert un peu de façon simultanée. Et puis, écoute, voilà, en fait. Hein. Et effectivement, en réalité, c'est marrant que tu évoques le coffret et la présence de Jumanji dedans parce que moi, il y avait vraiment, parmi les rares VHS que je regardais vraiment en boucle quand j'étais petit, une des deux, c'était aussi Jumanji, Ouais. quoi. Toutes ces cassettes-là étaient chez ma grand-mère et il n'y en avait pas beaucoup, mais celle-là était dedans. C'est assez rigolo de voir ça comme ça. Vas-y, je t'en prie. Mais c'est marrant ici, en revoyant le film, je lance le premier. Et quand j'étais enfant, j'avais pas du tout capté, enfin, ado, j'avais pas du tout capté que c'était le même réal que La Famille Addams. Jamais je n'aurais capté ça à l'époque. Et là, tu lances le film, la typo, la musique, t'es là, ok. Ouais, En ouais, fait, hein. direct, Ouais. tu vois, c'est Oui, parce qu'il y a une musique de Danny Danny Elfman. Elfman. Oui, musique qui Et même rappelle, typo que générique de La Famille Addams. À l'époque, j'avais pas capté. Je trouve que le générique rappelle encore plus aussi celui de Beetlejuice. C'est vraiment Oui. la musique est La très musique, similaire. ouais. Le top shot qui arrive Ouais. sur la maquette d'un côté, sur la route de l'autre. il y a C'est une vraiment un question truc, sur le rapport d'échelle, c'est thématiquement. Enfin, peut-être qu'on en reparlera après, mais il y a toujours Mais cette question, le petit, le commencer. gigantesque. Vas-y, Enfin, il y a un truc qui anime. Ouais. Là, moi, peut-être le truc sur lequel rebondir, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va toujours en arriver à la conclusion, c'est tout ça est maximisé en fait dans le film. Mais je pensais, vous avez parlé de Will Smith, et là par exemple, moi je sais que mon ressenti, moi j'avais aucune sympathie particulière pour Will Smith, du tout, loin de là même. Mais dès que le film commence, en fait, et à la fin on arrive à te capter par un Tommy Lee Jones qui est magnifique dans le premier film, vraiment, je trouve qu'il est d'une justesse quand on pense que quelques mois après on va voir Batman Forever. Incroyable. D'un coup, on est quand même. C'est dans la même période que les deux films sortent, je sais plus exactement qui a précédé l'autre. Et la manière d'utiliser Will Smith, pour moi, est vraiment, justement, en contrepoint de Tommy Lee Jones, fonctionne du tonnerre. Dès que tu les sépares, comme ça va être le cas au début de Men in Black 2, moi je trouve qu'il y a un truc qui va plus. Oui. Mais quand ils sont tous les deux, et surtout dans la dynamique du premier film, ils sont constamment en train de se contrebalancer. Donc du coup, moi j'ai beaucoup d'affection même pour le personnage de Will Smith, donc de J, c'est ça, dans le film, ouais. J. Alors que encore une fois, c'est pas spécialement un acteur dont j'apprécie beaucoup la verve, même humoristique, quoi. Mais je trouve qu'avec un Tommy Lee Jones, ça fonctionne du tonnerre. C'est justement moi le fait que j'aime beaucoup Men in Black, c'est parce que là, il reste dans le registre comique, là où, pour Independence Day et Bad Boys, qui à l'heure actuelle sont deux films que j'adore, j'ai mis beaucoup plus de temps à accrocher. En fait, quand j'étais plus petit, il fallait que ce soit Men in Black et Le Prince de Bel-Air. Tu adores Independence Day? Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Rude, Mais hein. moi aussi. Mais- J'avoue, moi aussi. mais Quand je l'ai vu, j'avais 8 ans. Et j'adore. Mais c'était le meilleur âge pour le voir, bah oui. C'était le meilleur âge pour le voir. Non, mais Vincent, il faut qu'on parle. Hein. Mais t'as raison. Ouais, je sais, mais tu le dis souvent, ça. Moi, ce que je trouve intéressant par rapport à Will Smith, c'est que moi, je me projette aussi. Si Men in Black, il y a les moyens, ou s'il existe 10 ans plus tôt, il y a beaucoup de chances que c'est Eddie Murphy qui aurait pu jouer Oui, le rôle. Sauf qu'Eddie Murphy, il a effectivement un jeu beaucoup plus
rugueux. Christophe, tu aimes bien ce mot-là comme moi. Il a un côté plus rugueux, plus street, etc. Mhm. Alors que moi, je trouve que Will Smith, il a un petit côté quand même un peu... C'est un faux méchant, Oui, un peu gentil, Ouais. un peu lisse. ouais, Et pas là, besoin je de Chris trouve Rock. et là aussi, oui, évidemment. Un peu Mais, slapstick, oui, tu vois. mais et ici, je trouve que oui, il le joue super bien. C'est notre porte d'entrée. Ouais. Et parce qu'au départ, il y croit pas tout à fait, lui, au truc. C'est ça aussi qui est intéressant. Et c'est là aussi que je rejoins ta comparaison avec Ghostbusters et SOS Fantôme, parce que c'est un peu Peter Venkman. Peter Venkman, il y croit pas vraiment à toutes Oui. ces histoires de Ouais. fantômes. C'est ouais, ok, ouais, je vais vous donne un coup de main. Et vous allez faire la cour à toutes les folles qui sont attirées par les fantômes, qui ont cru voir les fantômes. Et lui, c'est la même chose. Il se dit, je suis dans cette histoire. Non, ça n'existe pas, c'est pas possible, c'est Men in Black. Et puis, boum. Et ça, je trouve qu'il le joue super très bien. bien, ouais, Cette ouais. espèce de candide comme ça. Et en même temps, qui se dit, ah, ouais, attends, on me la fait pas, c'est arrêtez. Mais je pense que c'est candide, mais en fait, j'ai l'impression que c'est Will Smith, tel qu'on se le représente à l'époque. Oui, aussi. Oui, pour oui, tous oui, les spectateurs, en oui. fait, il sort Independence Day, c'était pas très longtemps avant et tout le truc. Et je pense même que du coup, le fait d'avoir un personnage qui nous est d'emblée montré dans l'action, on connaît rien de Oui. la vie du personnage en fait. Rien. Ah oui. Euh, Il poursuit un ouais, suspect ouais. directement. Il poursuit, Enfin, ouais, Et je trouve ouais, que c'est une ouais. introduction qui Ouais. fonctionne du tonnerre parce Tout à qu'en fait. même temps, on voit son rapport à toutes ces créatures qui vont arriver parce que Mhm. quelque part il y a une ironie dramatique, c'est-à-dire que le spectateur sait qu'il y a des vrais Ouais. extraterrestres, mais je trouve que le timing de cette scène de poursuite, le système de révélation du fonctionne vraiment du tonnerre et en même temps on est avec Will Smith pour rentrer dans cet univers-là, mais c'est vraiment, j'ai envie de dire, on est avec Will Smith qui s'appelle Jay Z, enfin c'est le personnage que tout le monde a l'impression de connaître de par son poste de télévision, de par les succès précédents je pense que c'est vraiment une manière, on a optimisé en termes de timing le fait de travailler avec ça et il est très bon dans l'action en plus Will Smith dans celui-là je trouve. Et tout à l'heure, tu parlais de buddy movies. C'est vraiment, justement, ce duo est un peu l'incarnation parfaite de ce que doit être un buddy movies. On a tout qui les sépare, vraiment. Culture, couleur de peau, âge, type de jeu. Je veux dire, Will Smith qui a la tchatch, qui est exubérant, etc. Tommy Lee Jones qui est une espèce de pierre tombale. Au départ, il voulait Clint Permanent. Eastwood. Hein. Bah, Mm. oui, Ça mais fait sens hein, il joue ouais, parfaitement c'est ça. Clint Eastwood, en fait. Ouais. Ouais. dans, Tommy Lee Jones. Ouais, exactement. Et en fait, vraiment, il y a un truc c'était improbable que ces deux acteurs fonctionnent ensemble, je trouve. Quand tu Complètement. l'imaginais. Ouais. Je suis et, clairement d'accord ouais. Et en fait, non, ça. Ah si, il y a un quand équilibre quand parfait. tu vois Tommy Lee Jones dans Batman, tu peux te dire que Oui, ça t'aurais pu fonctionnait. t'imaginer que ça partirait dans cette direction-là, quoi. Mais, Et ce que j'aime aussi beaucoup dans tout ce que ça provoque, c'est que je trouve que tous les moments d'humour de Men in Black 1 ne sont jamais des clins d'œil. C'est-à-dire, ils ne viennent jamais rompre le système narratif du ouais. film. Ils naissent de la situation. Ouais. Oui, ça naît toujours de Ouais. la situation. Will Smith, le côté clin d'œil qu'il a, c'est une attitude vis-à-vis de l'autorité, vis-à-vis de tout ça, et ça marche parfaitement dans le cadre. Franchement, il y a cette espèce, un peu une espèce d'état de grâce. On est dans un pur film de divertissement qui ne casse pas trois pattes à un canard, comme on dit, mais Sur néanmoins. le papier qui crasse pas trois Voilà. j'ai envie de dire. Mais néanmoins, on est quand même sur un film on est sur un carton. Je crois que c'était le septième plus gros succès des années 90 en termes ouais. de Ouais, rentrée. ouais. Ouais, vraiment sur un carton. Mais Ouais, par c'est rapport au un énorme rapport, carton. par rapport au Ouais, rapport ouais. budget box-office, il me semble, parce que En gros, il a c'était- remporté Ouais. 5 fois son budget. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Parce qu'il coûtait pas si cher que Il a ça. coûté pour 90 les- millions, Ouais, 90 millions de dollars, ce qui est quand même cher. Hein. Mais pour un blockbuster, parce que tu le vois comme un blockbuster Ouais, ouais. à l'heure actuelle, tu vois. donc, Oui. Mais 90 millions, c'était quand même pas. À l'époque, Ouais. c'était C'est pas quand même anodin, ouais, c'est ouais. Pas anodin hein, dans les années mais 90. ça a Ouais. rapporté presque 600 millions de dollars. Et en même temps, Will Smith était, enfin, encore une fois, on vous l'avait dit ici au début, la campagne de promotion, enfin, le clip de Will Smith, c'était une promotion Ouais, incroyable. Mm. Je pense que c'était D'ailleurs, j'avais le difficile de clip passer sur à côté la, du sur la film, hein. VHS et Ouais, que j'ai regardé ouais. un nombre incalculable de fois. Et, Et il puis- était ici sur mon Blu-ray. Ah ouais. J'étais ravie de le revoir. Ouais. Et puis par rapport aux enjeux, ce que Christophe a dit tout à l'heure aussi est très important, c'est que on est à une époque où on ose un enjeu, où on a, entre guillemets, vraiment peur. C'est-à-dire que le bug, la créature, elle est vraiment dangereuse, Ouais. etc., Mhm. etc. Ce qui est le cas, encore une fois, à mon avis, on l'a Ouais. cité plein de fois, le premier SOS Fantôme. Oui, Le oui, deuxième tout à fait. SOS Oui, Fantôme, c'est un danger, comme- quoi. ça devient du cartoon. Ah non, pour moi, Vigo, il fonctionne dans le deuxième SOS Fantôme. Mais on n'est pas sur SOS Fantôme, mais néanmoins, Ouais. Vigo, Ouais. je suis prêt à le défendre. Ouais, d'accord. Mais on est sur du cartoon et sur du truc Mm. qui fait pas vraiment peur. On désamorce. Je disais Ouais. tout à l'heure Et- qu'on ne désamorce pas avec l'humour. Ça, c'est bien. Je Et trouve ça, en fait, c'est bien. le truc à voir, parce que en fait, je suis allé le voir quasiment à sa sortie quand il y a eu le deuxième, mais je sais que les deux premiers films, j'ai pu les découvrir en étant assez jeune, et je sais que ce premier film,
c'est le ressenti que j'avais même avant de revoir le film. En le revoyant, je comprends pourquoi je l'avais, mais il y avait des moments où j'avais peur dans le premier, et notamment tout ce qui tourne autour du bug. Et à ce moment-là, je pense que c'est pas juste le concept horrifique du truc, je pense aussi que ça tient énormément de la performance de Vincent D'Onofrio. Oui, aussi. Et de son maquillage. J'allais essayer de le placer dedans, mais D'Onofrio est génial, incroyable. hein. Et de la mise en scène aussi. Oui, C'est une mise en scène qui continue à maintenir le mystère, l'angoisse, qui joue quand même des codes de l'horreur dans les apparitions du bug. Donc c'est ça aussi qui amène beaucoup cet aspect-là. Là où il y a sa première apparition, c'est une main. C'est une main, c'est et il tue sa première victime en hors-champ. Et puis ce gag, quand il a mis la peau du fermier, et puis sa femme dit tu penses quand partout. il sourit. Ça va mieux comme ça, qu'il tire sa tête, qui fait très Beetlejuice pour le coup. Quand il tire la peau, et d'un coup on voit ce gigantesque sourire, ça fait un peu penser effectivement au couple de Maitland quand ils essayent de faire peur et qui changent leur visage. Il y a vraiment ce genre d'humour comme ça. C'est peut-être encore le Spielberg producteur qui n'a pas peur de faire peur. Peut-être. Oui, sans doute. Et puis Barry Sonnenfeld qui n'avait pas peur de ça non plus, que la famille Adams. En tout cas, qui n'avait pas peur d'aller gratter un peu dans le glauque et dans le macabre. Tout à fait. En tout cas, il y a ce plaisir-là, et surtout, il y a un truc pour moi fondamental dans le premier Men in Black qui fait que ça fonctionne aussi à crever, qui est, on en a parlé en partie, on découvre cette révélation sur ce monde extraterrestre caché, on le découvre à travers les yeux de Will Smith, mais il y a un vrai travail sur l'émerveillement et sur la façon dont on révèle progressivement l'ampleur de la chose, qui fonctionne extrêmement bien. Et qui est quelque chose, par exemple, parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'il y a un 4e Men in Black dont on parlera à la fin de l'émission. Oui, malheureusement, ouais. Mais pas trop longtemps. Qui ne parvient pas trop longtemps. Ou alors on peut se défouler pendant longtemps. Mais qui ne parvient pas du tout à reproduire ce monstre émerveillement, qui est un émerveillement typique. En fait, ce mélange d'émerveillement et d'horreur, c'est vraiment, ça rend tout à fait logique le fait que le film s'inscrive dans dans la production Amblin, qui a vraiment toujours assimilé les deux. Et du coup, Men in Black est vraiment une logique là-dedans. D'ailleurs, on parle production Amblin, mais en fait, il y a un couple de prod, Parks and McDonald, qui est un couple à la ville, qui en fait ont vraiment produit tous les Men in Black du début à la fin, qui était une petite boîte de production qui a commencé chez Columbia, puis chez Fox, puis chez Amblin, et en gros le film les a suivis leur propre carrière et leur propre délocalisation. Ils ont été neurolisés après le 3e. Ils ont été neurolisés. Oui, et ils sont revenus. Très important. Voilà. Tout à l'heure, t'as cité le film et en l'expliquant en long en large pour poser le concept, mais il y a un élément fondamental du concept dont on n'a pas parlé, qui est le flashouilleur. Le flashouilleur, ouais. Le flashouilleur, le neuralizer en anglais. Qui est un petit dispositif pour les spectateurs, les auditeurs, qui n'ont pas vu Men in Black, un petit dispositif qui permet d'effacer la mémoire sur un plus ou moins long terme. On règle des petits réglages à l'arrière pour programmer la quantité de mémoire qu'on efface, et qui est utilisé en permanence sur les pauvres citoyens innocents qui assistent. Et aussi Will Smith. Et Will Smith. Et en fait, ils y passent tous. Hein. Ils y passent tous. Ils y passent tous plusieurs fois. Et c'est vraiment marrant parce qu'en même temps, c'est quelque chose qui est très présent dans le film, c'est ce côté complotiste pop. Ouais. C'est du pop complotisme en fait. Mais tu vois que dans la manière du complopisme. Voilà. Voilà. Disons ça. Du appelons ça comme ça. plotopisme. Et où je pense que là où le film est aussi très très habile, c'est de en même temps ne pas se cacher du fait que les Men in Black sont quand même des gens qui effacent la mémoire des témoins, tout en gardant bien un pied pour ne pas non plus que ça bascule trop dans le côté, mais en même temps c'est pas des sales gosses, c'est des salopards en fait, c'est quand même trash comme truc. On t'efface la mémoire dès que t'as vu un truc que tu t'étais pas supposé voir. Oui, les complotistes là ils en peuvent plus là. À nouveau, Will Smith permet sans arrêt de ramener ça, parce que lui a un regard là-dessus, ou même à un moment donné quand il y a cette médecin légiste qui est jouée par Linda Fiorentino. Oui, je n'avais pas encore évoqué, donc heureusement qu'il y a ce personnage, parce que jusqu'ici c'était très masculin. Oui. Et donc on a une médecin légiste qui a de plus en plus des corps un peu bizarroïdes qui arrivent sur sa table et qui se fait flashouiller en fait. Will Smith, à longueur de temps. Will Smith comprend qu'elle se fait flashouiller systématiquement. Il dit ça lui fait rien. Et oui, c'est ça, et il s'inquiète, et il parle littéralement à un moment, il parle de cancer. Ouais. Il parle de tumeur au cerveau. Oui, tout à fait. Donc justement cet aspect-là est sans arrêt le côté effectivement c'est quand même des horribles agents du gouvernement qui nous font des choses à notre insu, est sans arrêt remis en perspective par Will Smith. Et ce sont des choses qui sont amenées dans le film, qui sont très présentes dans le premier. Je pense à deux autres éléments. C'est le fait que le film s'ouvre sur des immigrés clandestins qui essayent de quitter le Mexique, et donc c'est vraiment t'as un parallèle très clair avec les aliens qui viennent dans la Terre qui est considérée comme une zone de refuge pour accueillir les gens, et en même temps il y a aussi ce rapport qui fait
paradoxalement entrer le film vraiment dans de la pure SF, qui est cette idée que dès le début dans le générique, on a une espèce de petit insecte d'ailleurs qu'on peut prendre pour une créature gigantesque, enfin on ne sait pas si c'est un alien ou pas, et ce jeu va être constant, et on va constamment jouer dans les films mais de manière assez subtile sur l'idée que petit, grand, ça n'a pas d'importance. Et ça me ramène à l'idée, Antoine, que tu as amené de la fascination Amblin, tu vois, de se dire, mais en fait, une galaxie, ça peut tenir dans une bille, et nous-mêmes, on n'est peut-être jamais que dans une bille gigantesque, et en même temps, ça donne des perspectives, je trouve, en tant que spectateur, qui nous amène à partager un peu le truc un peu dérisoire et donc de rentrer dans un monde un peu absurde, quoi. Je crois que c'est Franck qui leur dit à un moment donné, vous imaginez toujours que parce que ça a de l'importance, ça doit être grand et ça doit être énorme. Franck est aussi un personnage super important. Il y a cette chien scène qui parle, qui est presque post-générique, qui moi me fascinait quand j'étais petit, où tu vois qu'en fait la Terre est dans une bille et qu'il y a des aliens géants qui sont en train de jouer aux billes, la toute fin du film. La fin du premier, moi je me souviens que c'était, quand je l'ai vu au cinéma, je me souviens que c'était le truc qui m'a fait me dire, ok, c'est mieux que ce que je croyais encore. J'ai vécu un chouette moment, mais bam. Et surtout que le film aurait pu s'en passer en fait. C'est-à-dire que tu aurais très bien pu passer cet élément. Mais c'est vraiment ça que je me suis dit ici en revoyant le film après des années. J'avais oublié que c'était aussi bien. Vraiment, dans ma tête, c'était je faisais pour faire plaisir à Vincent. Vu qu'il a bien voulu se taper des franchises que j'adorais et qu'il détestait, je me suis dit, allez, Men in Black, de base. Dont une autre de Barry Sonnenfeld. Voilà. oui, par exemple. T'as même pas regardé les films, donc un peu pas genre. Comme elle balance. Comme elle balance. Mais ils l'ont dit pendant l'émission. Ils l'ont dit. Encore une fois, je parle de moi à la troisième personne. Mais pourquoi tu l'as aimé finalement en le revoyant comme ça ? Mais en fait, j'avais oublié que c'était aussi bien. Quand j'étais petite, de base, j'étais pas très science-fiction. Et ici, en fait, c'est pas le côté science-fiction qui m'a plu, c'est vraiment les personnages, l'écriture des personnages, les différents personnages, la gueule des personnages, la façon dont c'était joué, toute cette galaxie, en fait. Et c'est très riche, en fait. Je trouve que le scénario, comme disait Antoine, il est pas... c'est assez simple. Au final, l'histoire est assez simple, mais ce sont vraiment tous les personnages qu'on rencontre. T'as l'impression que tu tournes au coin d'une rue, t'as un nouvel alien, t'as un nouveau perso, t'as une nouvelle punchline, t'as un nouveau décor. Le décor est très beau. Tout est... Ça aussi, tu vois Sonnenfeld, tu vois la patte de Sonnenfeld, tu vois qu'il a créé un vrai univers. Et ça me fait penser aussi à notre réflexion sur le rythme. Tout par rapport à ce que tu me dis là, il y avait aussi cette logique qui est de te montrer une séquence un peu gore, Vincent D'Onofrio, qui tout de suite est contrebalancée par quelque chose où tu respires beaucoup mieux quand tu vois le duo en action. Et je trouve que même si tu as plein de scènes qui peuvent être inquiétantes, même pour un enfant de 8 ans, en réalité, ça passe crème vraiment grâce au rythme. Et là, pour le coup, ça me rappelle de nouveau SOS Fantôme, c'est là que je reviens. J'ai retrouvé des sensations quand j'ai vu le film en salle, qui me rappelait vraiment celle qu'enfant j'ai pu voir quand j'ai découvert SOS Fantôme. C'est en même temps d'avoir une sympathie immense pour des personnages qui sont vraiment en osmose avec leur acteur en plus. Il y a quelque chose de presque direct qui passe. On n'a pas besoin de savoir d'où ils viennent. Là, je pense, tu prends Linda Fiorentino, son rôle, il est super. Tu avais envie qu'elle revienne dans la suite pour le coup. Tout le monde exploite ce personnage de médecin légiste dans sa mort comme ça, qui aussi va de l'avant. Là, quand elle commence à draguer Will Smith de manière claire et qu'on voit que c'est le petit Will Smith qui qu'est-ce qui se passe, et qu'elle me dit ça va, dès qu'une femme fait preuve d'un petit peu d'initiative sexuelle, là d'un coup on prend alors là il faut décrire pour ceux qui n'ont pas vu le film. En fait, elle lui fait des avances dans le but de le faire réagir parce qu'elle est prise en otage en fait. Mais elle avait commencé à le draguer avant c'est vrai. De se faire effacer la mémoire. C'est vrai. Et on parle de Barry Sonnenfeld, de son ton, etc. Juste avant, je voulais aussi rebondir sur un truc important, c'est que à la base, le scénario ne se passait pas à New York, mais couvrait plusieurs États. Et c'est Sonnenfeld qui a dit non, c'est New York en fait. Si on parle d'extraterrestres qui se cachent au milieu de tout le monde, à la vue de tous, c'est New York. Il n'y a qu'à New York que c'est possible. Mais en plus, c'est la zone d'accueil. Enfin, New York, c'est là qu'arrivaient les Européens et tout ça. C'est Ellis Island. C'est ça. C'est le travail d'Ed Solomon, ça, d'avoir développé devant le micro. Non, Ed Solomon justement n'a pas écrit New York. Non, mais c'est lui qui a développé l'univers. Oui. Ed Solomon étant le scénariste du film. C'est aussi le scénariste du premier Super Mario Bros. Oui. Donc il n'a pas fait que des trucs bien. Il faut avouer. À New York aussi. Donc comme de quoi on peut faire des bons trucs et des moins bons trucs. Mais il avait scénarisé les deux Bill and Ted. Il avait scénarisé aussi No You See Me aussi, la série des magiciens. Il a quand même une longue carrière. Mais Men in Black reste sans doute son meilleur scénario. Mais oui, effectivement, lui n'avait pas placé à New York. C'est vrai. C'est belle, je trouve que on parlait de Sonnenfeld, il y a quelque chose quand je vois le film,
Et quand moi, je savais du coup que c'est le réalisateur de La Famille Adams, mais je trouve qu'en même temps, il a une patte qui est bel et bien présente, même si elle est discrète. Il y a une manière d'utiliser un certain type de focale, une manière de créer certains mouvements d'appareil pour souligner le rythme ou les scènes de révélation et tout ça, où je me dis, bah oui, tu vois, le premier Men in Black, c'est du Sonnenfeld en plein, quoi. Il y a des jonctions claires. Là où justement, ce que tu dis, c'est ce qui est très étrange, c'est que le 2 est à ce niveau-là, dans la patte Sonnenfeld, c'est comme si Sonnenfeld faisait tous des choix qui existaient déjà chez lui, mais au mauvais endroit. Exactement. Comme si tout d'un coup il avait perdu un peu le sens de cette patte, ça devient presque du Jean-Marie Poiré. Non, mais non, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et d'ailleurs, juste un truc, avant de passer aux autres, je sais pas si d'ailleurs on passerait tout de suite aux autres, mais ce que je voulais te dire aussi sur la réussite de Men in Black, il y a un truc vraiment, surtout en ayant vu en plus le dernier dont on parlera plus tard, mais un truc que je m'étais dit, c'est qu'est-ce qui fait que ça marche autant maintenant qu'on est saturé de ce genre de produit. Mais pas fait de la même façon. Qu'est-ce qui change ? Et en fait, ce que je me disais, c'est que ça a été fait encore à un moment donné où en fait, faire de l'adaptation de comics était encore une rareté, était encore un peu un événement, et sans doute que c'était un événement, non seulement que les prods prenaient un peu plus comme un essai un peu peut-être casse-gueule, c'était pas certain que ça allait donner quelque chose. C'était un pari. Oui, en plus c'était un comics underground, donc il y avait un côté pari, il y avait un côté on va faire confiance à un réalisateur qui a un ton, qui a déjà fait des adaptations de comics avec La Famille Adams, etc. Donc il y avait vraiment un truc où c'était pas une espèce de truc super formaté, là où le dernier Men in Black International nous donne exactement l'exemple de ce qu'est Men in Black à l'ère Marvel, à savoir où ce n'est plus du tout du plaisir qui motive ça. Il y avait aussi quelque chose, parce que tu parles de la notion de plaisir, et je pense qu'il y a plein de plaisir dans le premier Men in Black. T'as l'impression qu'il y a cette idée t'as à la fois Rick Baker qui se fait plaisir au niveau des créatures, mais en même temps qui relève un défi quand même assez énorme, parce qu'il y a un bestiaire qui est quand même très très vaste. C'est d'ailleurs une des promesses du film, et encore une fois je repense à SOS Fantôme qui était présenté en français comme le spectacle surnaturel. Donc il y a cette idée, on va vous montrer des agents qui chassent des aliens infiltrés, on va aller au bout de cette promesse-là, et donc du coup on va vous en donner beaucoup. Mais en même temps, on va quand même faire attention à notre histoire pour qu'elle cadre ça. On va exploiter l'idée qu'il y a des objets extraterrestres dissimulés dans notre technologie et tout ça. Et ou puis, l'idée que notre technologie vient des extraterrestres. Donc je veux dire ça, effectivement. C'est le cas. Mais oui, le four à micro-ondes, le micro, tout ça, c'est eux qui les ont filés. Mais oui, après avoir construit l'air fryer, après avoir construit l'air fryer. Mais qui y penserait à part un extraterrestre? Oui, voilà, exactement. De toute façon, déjà le mot air fryer, ça veut tout dire. Exactement. Oui. Et je pense que ça amène aussi cette idée qu'en même temps le film était vraiment une forme de promesse, de défi technique aussi, mais où tout le monde a l'impression que chaque personne impliquée a envie de bien faire son boulot, de super bien faire son boulot, quoi. Y compris dans la scénarisation, et je trouve qu'il y a un élément dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est qu'il y a vraiment un côté, une charge émotionnelle qui fonctionne du tonnerre. Là, je vais un peu spoiler le final, où notamment on a l'impression qu'on voit un duo qui est en train de se créer, et en fait, quand on voit que le personnage de Tommy Lee Jones dit, mais j'ai pas formé un équipier, en fait, j'ai formé un remplaçant, parce que lui va pouvoir du coup être neuralisé et retourner à sa vie d'avant, et retrouver la femme, sa compagne. Mais en même temps, quand j'avais vu le film, ça m'avait fort surpris d'avoir peut-être pas sur ce moment-là, mais en tout cas, il y a un moment flashback où on le voit épier sa femme et on comprend qu'en fait c'est un type un peu meurtri. Voilà, c'est ça, c'est introduit de manière très subtile. Ce moment, on le voit. Alors après, ça veut dire qu'il y a des caméras de surveillance partout. Et où les Men in Black en même temps, voilà, qu'on parle du gag où justement ils lisent la presse People ou des trucs comme ça pour savoir où sont les vraies informations. Mais c'est amené. C'est pas la presse People, c'est la presse genre détective. La presse People, non, la presse complotiste. La presse complotiste, voilà. Et en même temps, tout ça fait écho de nouveau à la première scène du film. Et donc, on sent que tout est bien tenu en la matière et où finalement, le vrai deuxième comparse, la vraie équipe qui se forme aussi, ça aurait dû être Linda Fiorentino et de Will Smith, dont je trouve l'alchimie est très bonne. Très bonne. Je crois aussi que pour revenir à ce que disait Antoine tout à l'heure, c'est que c'est une époque aussi où peut-être qu'on imagine que si ça marche, on fera autre chose, mais on se concentre sur le film. Aujourd'hui, on a l'impression que les propriétés intellectuelles sont tellement vastes qu'on ne pense plus aucune propriété intellectuelle et aucun achat de droit pour un bouquet sans penser qu'il va y avoir un multivers, 25... Il y a toujours un cinématique univers qui doit se construire. C'est une franchise qui doit se développer derrière. Ici, non. Ici, ils se sont dit, on va faire ce truc. Parce qu'en plus, comme dit, le comics, c'était pas spécialement connu. Même s'il y a Spielberg derrière, on se dit, on va essayer de faire le mieux possible ça. Et puis, on verra. Et d'ailleurs, entre guillemets, ils vont se peindre dans un coin
en autorisant le flashouillage de... Mais oui, c'est ça, c'est se tirer une balle dans le pied si on a envie de faire une franchise basée sur Voilà, un c'est ça. fonctionnement. Bah sur oui, un niveau. effectivement. Ouais. Ouais. Bah oui, c'est d'ailleurs la question qu'on s'est tous posée quand le 2 est sorti. Oui, En c'est voyant Warhead. Tommy Lee Jones sur l'affiche, tiens, Comment qu'ils vont faire Comment qu'ils vont Mais faire comment qu'ils vont faire Ouais, hein. Tout à fait. D'ailleurs, je comprends Malheureusement, pas- ils vont le faire. Ouais. Voilà. On va y aller alors Ou pas Est-ce qu'on a des choses Non. d'autres choses à On dire recule sur le 2. Oui, c'est vrai qu'on sent qu'on n'a pas envie d'y Ouais, mettre le c'est- On doigt. a pas là. envie d'y aller. en Non, fait. bah, Avant le 2, j'aimerais Oui. bien faire un point sur la série animée, parce que la série animée est arrivée entre le 1 et le 2. c'est ça. En fait, Voilà. c'est dans la continuité du succès du premier film. Tout à fait. Immédiatement, en fait, Et moi, comme j'avais 17 ans, j'en ai pas vu un seul en fait. Hein. Je n'étais pas du tout série de télé à l'époque. Mais c'est une série qui faisait 53 épisodes de 23 minutes. Elle a été créée par Amblin Entertainment et Adelaide Productions. Je connaissais même pas cette boîte de prod. Et c'était diffusé entre 97 et 2001. Donc c'est de base. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a découvert ça à la Ouais. télé chez nous. Je sais plus sur quoi ça passait. c'était, je pense, France 2 le matin. Ouais, je pense que c'était France 2 avec ou tout- Club RTL. Nous, c'était ça. Hein, c'était c'était soit la chaîne belge, soit la chaîne française. Mais la série est censée faire suivre le premier film, mais K est dans la série alors Oui, qu'à la fin il y a du un 1, paradoxe. Oui, alors qu'à la c'est fin, ça. à la fin du 1, comme on vient C'est- de le dire, il est c'est censé ça. ne C'est plus la être là. continuité du 1, mais avec Ouais. K. Mais Bah, c'est en même ça, temps, c'est pour les exactement. enfants, on s'en tape. Ouais. Mais tu le disais en off que le générique était trop bien. Trop bien, Trop, générique. trop bien, ouais. Je vois même Mais pas tu à quoi il sais que, tu ressemble. sais que je ne me rappelle que du générique. Ah, mais moi aussi. Je ne me Ouais. rappelle que du générique. J'ai été Et- voir sur YouTube là. Et c'était avant pareil pour l'épisode. la série Ghostbusters qu'on Ouais. évoquait. Je regardais, je me souviens encore du générique. Et puis je Non, suis là, mais- Ghostbusters, je me rappelle Oui, mais beaucoup laquelle plus. Ah, La il y a série un- Ghostbusters. il Il y y a en a eu 2. Ah, ok. oui. Ah, Il y a- ouais. Il y a les vrais Il Ghostbusters, y a The il y Real a Ghostbusters, Ghostbusters The et puis il y a Real Ghostbusters. Ghostbusters. Ah ouais. Après, on en avait déjà parlé Voilà. dans Ouais, le... vrai. effectivement. C'est ouais. vrai. Mais il y a Et là, que- moi, j'avais 29 ans, donc ça, je m'en souviens. Mais il n'y a que Vincent et moi qui avons vu la série animée. Ouais, moi, je J'ai Ah aucun ouais savais même pas que ça avait existé, en fait. Ah, c'est À mon drôle. avis, j'ai vu les premiers épisodes et puis on m'a flashouillé. Et donc, je sais plus du tout que. Mais il flashouille à la fin de chaque épisode. En fait, il n'existe Oh, qu'un oui, épisode. c'est ça, il n'existe Et qu'un il le diffuse épisode. toutes les semaines. Mais le générique avait un côté très hip-hop. Hein. Je me Oui, souviens tout qui à était, fait. qui était Ouais, vraiment ouais. fun. Ça s'appelle qui, Men in Black contre Alzheimer. qui rentrait Il y a un qu'un peu- seul épisode. Et en fait, je pense qu'il rentrait un peu aussi dans l'univers musical de Will Smith de l'époque, parce que c'est aussi beaucoup là-dessus que le succès du premier Men in Black s'est construit. L'air de rien, en fait, c'était. C'est vraiment, je crois que c'est quand même une grosse raison de son succès, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'ils ont essayé de reproduire par la suite dans les suites qu'on va pas tarder à évoquer. Et avec le Wild fait- Wild Et- West aussi. Exactement. Et avec Ah, Wild mon Wild Dieu. West. J'allais De parler Barry ce- Sonnenfeld. Puisque Barry de cet Sonnenfeld, autre fin des années gros 90. dérapage, Et ça, en fait, ça ouais, a ouais. même été le premier de ses échecs critiques, en fait. Et ben, moi, je l'aime encore bien, celui-là. Non ouais, moi si. aussi. Mais Moi, moi, ça va encore. Non, on a le je droit. ne l'ai pas Ouais, revu ouais. depuis des années. Mais Antoine, je me dis-moi rappelle que c'est de la merde. Pardon, vas-y Christophe. Je me rappelle Non, que... mais ça va, Ouais, c'est bon. Antoine pourra le dire après. Mais pour le coup, on parlait du fait que c'est du développement, de faire des films, de les développer en franchise. Là, j'avais l'impression, moi j'adore la série originale des Mystères de l'Ouest en plus, hein, Ouais. pour le coup, que dès que j'ai vu les premières images de Wild Wild West, alors que pourtant je me dis qu'à Barry Sonnenfeld aurait vraiment pu faire un truc très très en adéquation, j'avais l'impression qu'on avait repliqué la formule de Men in Black et qu'on avait essayé de la transposer dedans. Avec à la fois Ouais. un clip hip-hop de Will Ah Smith ouais. qui était omniprésent de Wild Wild West pour ceux qui s'en souviennent et qui ont les Ouais. oreilles qui saignent. Oh oui. Cette idée de prendre Will Smith et de l'associer à Kevin Kline, donc qui est un comédien aussi, qui est dans un autre, qu'on peut assimiler à un autre registre, Beaucoup et plus puis, sérieux. ouais. de partir dans une espèce d'imagerie beaucoup plus pulp, alors que c'était très surréaliste la série les Mystères de l'Ouest, mais c'était pas un truc d'aventure quoi, à proprement parler. Mais là pour le coup, je m'étais dit c'est pas vrai, ils essaient de refaire le truc, et ça n'avait pas pris dans les Mystères de l'Ouest à mon sens. Maintenant Antoine, t'en avais pensé quoi toi? Non, ça a pris chez personne. Hein. Eh ben si. Celui-là, je l'ai vu au cinéma, Mais je me je vous souviens. permets pas. Malheureusement. Mais je me souviens d'un face-à-face très drôle entre Kenneth Branagh et Will Smith dedans. Mais sinon, où ça gratte, où c'était un peu. C'était de l'humour assez vachard hein, dans leur face-à-face. Mais sinon, non, ça fonctionnait pas. Et c'est vrai que moi, le fait que le film n'arrive pas à m'attraper préfigurait peut-être pas du meilleur pour Men in Black 2. Ouais. Ouais, bah oui. Oui, oui. Je pense, ils ont peut-être un petit peu les mêmes maladies en fait. Ouais. Ouais. On passerait à Men in Black 2. On peut passer à Men Ah, in Black bah 2 alors. si on a dit tout Et ce on qu'il y va- avait à on- dire. Donc- On va continuer à dire tout le bien qu'on pense du 1, À chaque mais fois en qu'on parlant en aura des l'occasion. Voilà. On va faire Voilà. un petit comparaison. Contrairement au 1 Et dans donc, le 2. Et donc, Donc, Men in Black 2, Men in Black 2. de quoi ça parle? Alors surtout, donc, ça sort en 2002, donc 5 ans après le premier film, qui est meilleur. On est, Ça on- commence.
dans l'histoire. Donc dans l'histoire, on est 4 ans plus tard et J n'a toujours pas d'équipier parce que donc comment elle s'appelait dans le premier film? Juste, j'ai le nom de l'actrice qui est Linda Ouais, Fiorentino, c'est ça. Et c'est honteux quand même, hein. C'est vraiment une catastrophe. Donc elle, L'agent L. l'agent elle, L'agent L. qui était son équipière fin du 1, elle est plus là, on n'en parle pas. Ce qui n'a aucun sens. Je pense qu'ils disent une phrase dessus. Elle Ils était- disent il qu'elle était est- nostalgique de sa oui, c'est morgue. ça, elle a voulu retourner à la morgue, oui, c'est Mais ça. en fait, ce qui se passe, c'est qu'apparemment, il y a eu Tommy Lee Jones a dit: je ne signe pas Men in Black 2 si Linda Fiorentino est Oui, il y avait eu des soucis ouais. apparemment sur le Ah tournage. ouais avec, Ouais, visiblement, ouais. Ah, Du ok. premier, Ah, ouais, ça, je c'était savais pas, pas. l'ambiance n'était pas top Bon, apparemment. ok. ouais. Donc, elle n'est pas là et J n'a pas d'équipier et il y a une nouvelle menace qui plane sur le monde. C'est la vilaine Serlena, une séductrice. Enfin, c'est une alien qui a pris l'apparence d'une séductrice en de top modèle lingerie, assez jolie. Et donc, plante. voilà, une plante. Une belle plante. Une belle Une belle plante. plante. Une belle plante. Une plante de l'espace. Et donc, il lui faut un équipier et il se dit, il n'y a que K qui peut m'aider là-dessus. Et donc, il va retrouver K, qui est devenu agent de la poste, qui s'est fait larguer par sa femme. Et il essaie de lui rappeler qu'il était agent des Men in Black. Et il y avait Oui, déjà parce eu que, un contact, lui. Oui, avec, c'est ça, c'est parce avec qu'en ses- fait, avec le- l'alien. c'est lié Oui. à un contact qu'il y a eu des années auparavant. Et l'agent qui avait enquêté là-dessus, c'était K. Et C'était c'est K. le seul à avoir effectivement des infos clés. Voilà. Pour mon Voilà. magnifique résumé, Et vous savez comme j'aime bien faire des et qui est dans le résumés. film un super employé des postes à l'organisation militaire. Oui, Oui, et on voit, et après on se rend compte, enfin au fur et à mesure du film, on se rend compte qu'en fait les employés de la poste étaient Tous des extraterrestres ouais. qui étaient là pour un petit peu veiller sur K. ouais, c'est, Et d'ailleurs, c'est c'était. une meilleure cette scène est géniale. Et d'ailleurs, c'est dans La- cette scène-là que pour la première fois, je me suis rendu compte que Will Smith savait un peu beatboxer. Parce qu'à un moment, il y a Oui. le gag, hein, il fait du beatbox et c'est Ouais. comme ça qu'il communique avec un Exact. autre alien qui fait du beatbox. C'est n'importe quoi. Il y a un truc Mais bien. peut-on dire, On peut dire un cette- truc bien. cette scène de la poste, Non, c'est court. c'est cool. Oui, il est Oui, très c'est des court. films courts. Hein, Oui, Ce Man in- mais il celui-là, fait il même- je crois que celui-là, il fait même pas 90 minutes. Non, il fait avec le exactement générique, Pour une bonne raison, c'est que toute la fin a dû être shootée aussi. Ils Ouais, ont viré ouais. toute la Oui. fin à cause du World Trade Center. World Trade où ça devait se Center, passer, ouais, et les bah ouais, attentats ouais. avaient eu lieu. Oui, donc, tout à fait. ouais. Ouais, pas de chance, quoi. Ouais. Ce qui aurait, Pas de bol. ce qui aurait pu être bien, c'est Lara Flynn Boyle, sauf que Mais déjà, c'était pas elle à la base. c'était qui parce que donc C'était pour nos- Famke Janssen qui pour nos jouait. auditeurs, Ok. et auditrices, quand même dire que donc l'actrice qui joue Serlena est l'actrice emblématique de Twin Peaks. De Donc Twin c'est Peaks, des actrices une des emblématiques, actrices emblématiques de Twin Peaks. Ah, c'était Famke Janssen qui jouait Mais le à la base, c'était rôle, Famke Janssen qui jouait le rôle, et je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'au bout d'un moment, il y a eu des scènes tournées avec elle, visiblement, et au bout d'un moment, elle a dû se retirer. Je sais pas très bien pourquoi. Je sais pas, j'ai jamais trouvé vraiment d'informations sur ce qui s'est passé pendant le tournage de ce film-là, mais on a vraiment l'impression que ça dérape un peu de partout. Oui. Il Ouais. y a des trucs pourtant moi, pour lesquels moi Franck le chien me fait marrer dans le film. Le chien est Moi, sympa. On n'en a pas parlé dans le premier, mais c'est. Moi il me fait effectivement- rire. Même dans Ouais, le il est 2, drôle. Dans le 2 il me Ouais, fait dans rire. le deux. Dans le 2 quand Et- il est en train d'aboyer pendant qu'il y a Who Let the Dogs Out dans la Ah oui. voiture, moi ça me fait rire. J'ai bien aimé, Voilà. tu parlais tout à l'heure d'échelle, c'est dans celui-là où la première scène, où l'arrivée de l'extraterrestre, De Serena, ouais. on a l'impression que c'est une énorme fusée, et puis Tu te la rends compte que caméra, c'est tout Ouais, et en petit. fait, c'est il tout détruit petit. qui Ouais. détruit des c'est planètes, tout c'est des petit, trucs comme ça, ouais. Ouais. et c'est une toute petite plante, et ça je trouve effectivement ce Oui, jeu il sur... y a 2-3 scènes mais- comme ça que tu peux sauver, mais le film ne Mais fonctionne le pas. film- Mais il n'y a rien qui fonctionne fonctionne. pas, non. En termes de Non. rythme, rien ne fonctionne. Rien Ce qui qui est fonctionne, hallucinant ouais. pour Sonnenfeld, parce que vraiment, tous les punchlines, toutes les blagues tombent à plat. Ouais. Vraiment. Alors, mais surtout, le CGI est dégueulasse dans ce C'est film. Oui, dégueulasse. il est pire que 5 ans avant. Ah oui, Oui. oui, C'est vraiment. pire Ah oui, que oui, 5 ans c'est- avant. c'est, Ouais, ouais, on ouais. Et a- Will oui. Smith, on dirait qu'il se fait chier. Oui, tout à fait. Oui, mais aussi. on a l'impression qu'ils Oui. savent pas ce qui se passe en fait. Le film au début, t'as un petit clin d'œil rigolo parce que le film s'ouvre sur une fausse VHS avec Peter Graves là qui parle des Men in Black, mais donc en fait il y a Ouais. des VHS qui disent la vérité. voilà, Ouais, en fait, voilà, mais en sauf fait. que personne ne la croit forcément, et c'est une VHS qui va avoir de l'importance par la suite. Donc voilà, ça c'est sympa. Mais après, une fois que le film commence, passer la petite scène rigolote du vaisseau de Serena qui détruit des galaxies, puis on se rend compte qu'en fait c'est un tout petit machin qui se fait envoyer dessus par un chien. Mais c'est vulgose au début. C'est Après, vulgose, le- cette Hyper transformation vulgaire. en- Ah ouais, Hyper Oui, vulgaire. Oui, bah oui, oui, oui. c'est ça. Oui. Je veux dire, oui, c'est Elle ça, est c'est- vulgaire tout le temps, quoi. Oui, Ouais. mais vulgaire de façon où t'as l'impression qu'on essaie un peu de faire du people pleasing, mais de Ouais. façon Tu Tu crois vulgaire, que ça marche c'est pas. Michael sais pas, Bay le- qui a filmé sa transformation Oui, tu sais pas trop. de plan- enfin, de C'est pour ça qu'il plante passe un en bien Men in femme. Black. C'est pour ça. C'est pas trop Mais le il y a, dôme. il y a- il y a- C'est il y a un Michael drôle Bay. il y a vraiment un truc où même d'habitude le registre humoristique de Sonnenfeld effectivement ne fonctionne. Alors que. Il rentre dans une espèce de cartoon Oui. pur. Parce Oui. que même, Oui, on alors- voit Cyrilina pour montrer que c'est une méchante quand même. Elle mange un passant. Pardon. Ouais. Elle mange un passant qui voulait l'agresser. Puis Mais elle c'est le surtout bouffe, avec elle Z. ressort avec une espèce
de Gros ventre, bide, gros bide comme ça, mais qui fait postiche comme c'est pas possible. Et c'est surtout avec Z aussi. Hein. Ouais. Il y a une séquence de combat entre Oui. Z et elle où Oh là là, là. je comprends pas ce qui se passe. Moi Hein. non plus. À un moment, ouais. il fait du surplace dans les airs pour donner des coups de pied, puis il fait un triple salto pour passer derrière elle. Je comprends c'est- pas. En fait, d'un coup, tu as Je ne l'impression qu'ils essaient de passer dans des registres comiques différents de Ouais. ceux du premier, Ouais. sans jamais les maîtriser vraiment, du tout même. Et En c'est même un peu embarrassant ces scènes-là, je C'est, trouve. tout est très ouais. embarrassant, effectivement. Il y a que quelques registres comiques qui marchent, je trouve. À un moment, c'est quand il va chez le vendeur de comics, qui est une espèce de puceau de 40 ans qui vit chez maman, et qui lui remonte la cassette vidéo. Oui, Allez, je dirais, un des rares comiques de répétition qui fonctionne dans le 2, c'est toutes les excuses que Smith donne aux gens, parce qu'après avoir flashouillé les gens, pour les auditeurs qui n'ont pas vu, les Men in Black généralement font un petit laïus sur ce que les gens vont retenir à la place de la partie qu'on leur a effacée. Pour remplacer leur mémoire. Exact. Et de plus en plus, dans le 2 et dans le 3, il y a une espèce d'impulsion à aussi faire des choses après, qui vont les éloigner de ce qu'ils auraient pu avoir vu. C'est-à-dire, maintenant, vous allez vous vivre heureux et avoir plein d'enfants, etc. Mais c'est déjà quelque chose qu'il y avait dans le premier que je trouvais pour le coup bien à plat. La première fois qu'il se rend compte qu'il peut dire un baratin aux gens, c'est la femme du cafard, du bug, et il lui dit vous allez pouvoir repenser votre vie, vous allez pouvoir repartir et tout le truc. Là encore une fois, tu dis mais c'est un brave gars en fait, il veut utiliser ça pour. Et là effectivement, ça devient un gag dans les autres. Alors c'est un peu les rares gags qui fonctionnent un peu, mais même les aliens ça marche moins. Allez, il y a une petite idée qui vient un peu remplacer la bille, mais qui n'est pas aussi forte, qui est cette idée de ce peuple qui vit dans un casier de la gare et qui vénère K comme Dieu parce qu'il vient tant ouvrir la porte. Mais pourquoi? Enfin, ça manque. J'ai vraiment du mal. Moi, chaque fois que je revois le film, déjà, cette manière de nous montrer un Will Smith un peu dépressif parce qu'il se rend compte qu'en fait personne ne va l'aimer, parce que personne ne sait que les Men in Black agissent pour sauver l'humanité, donc du coup il se sent un peu triste. Enfin, moi, j'achète pas, et je trouve qu'il est pas bon quand il essaie de faire ça. Non, et c'est un peu et je trouve que c'est le seul biais, d'ailleurs, même dans le 1, on n'en parle pas. Les Men in Black sont censés n'avoir aucune personnalité, enfin pas de personnalité, mais doivent disparaître aux yeux du monde. Et c'est un genre de truc c'est un point du scénario avec lequel on est censé être tous ok que oui, ils sont censés ne pas avoir d'impact sur, être incolore, inodore, mais on suit quand même des personnalités, des personnages, etc. Et là, c'est le seul moment où on dirait que ça l'emmerde. Enfin, il y a un truc qui est pas, parce que dans le premier, c'est établi, c'est comme ça, mais si on suivait des personnages sans personnalité dont tout le monde se fout, il n'y aurait pas de film. Donc c'est quelque chose d'établi, on est d'accord avec ça, que là, ils essaient de rattacher un truc un peu véridique du fait que mes phrases ne sont pas du tout cohérentes. Mais je vois, mais en fait, ce que tu veux dire, m'expliquer. cette caractérisation-là, en réalité, elle apparaît, mais toujours en second plan avec les autres Men in Black. Et puis elle vient alourdir aussi la dynamique globale. Ouais. Ici, ils le mettent un peu en avant, mais ça fonctionne pas en fait. Ça fonctionne pas parce qu'en fait, on n'en parle jamais. Parce qu'on voit quand même qu'ils ont des apparts, des vies. Enfin, ils sont potes entre eux. Et en fait, ils ont quand même une vie. Ils ont quand même des copains, des personnalités, et on dit toujours qu'ils n'en ont pas. C'est pas comme Jack Slater dans Last Action Hero où son appartement est complètement vide, et où il a rien. Non, ils vivent vraiment. Tu sens qu'il y a une vraie vie. Les gens ne savent pas qu'ils existent, mais entre eux, ils ont leur propre univers. Et d'un coup, ça l'emmerde. Il y a le spleen d'un représentant de chez IBM qui se sent pas bien parce que. T'as vraiment dans le 1, t'as vraiment le truc où pouf, non, j'ai pas d'attache, je peux devenir un Men in Black, basta. Que c'est très très mal. On en parlera par rapport au 4 aussi, c'est hyper mal foutu par rapport à ça. On les sort de leur vie et pouf, donc soit il n'y a aucun impact comme Will Smith parce qu'en fait apparemment il n'avait pas de vie avant, il n'en a rien à foutre, il fonce, il y va. C'est pas expliqué dans le film, c'est pas expliqué. Donc pour le spectateur tout ça roule. Voilà, Tommy Lee Jones, on se rend compte que s'il a une nostalgie d'avant, c'est replacé, donc tout est à chaque fois bien placé par rapport à ça, mais là je trouve que ça ne fonctionne pas. D'un coup il se tracasse de ça, pourquoi en fait? Pourquoi tout d'un coup ça t'emmerde? Oui, et puis surtout à part d'une espèce... Je suis contente que vous avez compris ce que j'essayais de dire, j'arrivais pas. Non, je vois vraiment, il y a une espèce de redistribution des cartes, tout comme l'explication de la disparition du personnage de Elle. Mais tu dis, mais en fait, à la fois, tu as l'impression que Will Smith n'est pas raccord vraiment avec le personnage du premier, parce que dans le premier, c'était celui qui fonçait tout le temps. Et quand il perd cette niaque, il perd beaucoup de son intérêt quand même. Il faut dire qu'il n'a plus de partenaire, donc déjà ça marche pas bien. Et puis surtout, c'est un monde qu'il connaît maintenant. Oui. Donc ça veut dire que tu vas découvrir des choses étranges, mais tu n'as plus le regard naïf. Il a de l'avance déjà sur le spectateur. Et on essaye de nous le redonner à travers le regard de Tommy Lee Jones. D'ailleurs, dans la seule scène qui fonctionne pour moi un peu, qui est la scène de la poste, c'est-à-dire que c'est la seule scène où on retrouve un peu le côté de l'émerveillement, même si nous on est déjà au courant
mais on voit la tronche de Tommy Lee Jones. Les 4 aliens de la Poste sont assez intéressants. Surtout le dernier, je trouve, il est incroyable. Celui qui est caché dans le... Celui qui distribue le les... courrier, c'est ouais, génial. Il est incroyable. Il y a vraiment un design et un jeu. Je sais pas qui joue ce truc, enfin qui joue ce personnage, mais le jeu est vraiment très très bon. Mais, et là, tout d'un coup, on retrouve un peu une rythmique de la mise en scène et de la direction de comédien chez Sonnenfeld, soudain dans cette scène-là. Là où dans le reste est complètement Et fraise. je trouve paradoxalement que le seul personnage pour moi pour lequel j'ai une vraie sympathie tout de suite, c'est celui de Rosario Dawson qui ne nous était pas introduit avant, mais que je trouve j'ai oublié d'en qu'ils parler. arrivent Mais vraiment déjà, ça on est d'accord. Mais il y a mais quelque son chose qui se personnage crée tout de suite, mais ils n'en font pas grand chose. Rien. Du coup, en même temps, je l'ai oublié dans le pitch. Oui, bah oui. Tellement ils n'en font rien. Parce qu'il y a deux ouais, éléments. c'est ça. D'une part, c'est le seul personnage qu'il va oublier à dessein de flashouiller parce qu'en fait il a un peu, c'est ce que tu disais, il est un peu touché par elle et peut-être qu'il voudrait construire une relation, on sait pas. Et en fait tu te rends compte qu'en réalité c'est la source de l'intrigue. Toute l'intrigue, c'est. Mais tu te demandes s'ils n'ont pas pensé après. Oui. Moi je me demande si au fur et à mesure du film ils ne sont pas dit finalement qu'est-ce qu'on fait si c'est tout a l'air improvisé comme ça. Il faut savoir qu'il y a quand même eu, donc il y a 2 scénaristes. Il y a d'abord eu Robert Gordon qui a fait le premier jet. C'était pas un mauvais choix du tout parce que c'est quand même le scénariste de Galaxy Quest. Ce qui était vraiment une bonne idée en fait. Après, je sais pas quelle vaut sa version de scénar, mais ça a été réécrit derrière par un certain Barry Fanaro qui est plus ou moins inconnu au bataillon. Dans sa filmo, il n'y a pas grand chose. Il y a David Couple qui est passé par derrière de façon officieuse. Donc David Couple, c'est quand même un mastodonte. Jurassic Park, l'Impasse aussi. Exactement, l'Impasse, tout ça. Indiana Jones 4. Mission Impossible. Indiana Jones mais bref, mais visiblement, on sent un peu le projet où tout le monde a un peu galéré. Et je trouve qu'il y a même une petite anecdote qui est un peu emblématique de la façon dont j'ai l'impression que ça s'est passé. C'est que Sonnenfeld veut Michael Jackson pour un caméo et pour faire un extraterrestre. Parce que Michael Jackson, s'il y a bien un extraterrestre. Et en fait, Michael Jackson a dit ah non, moi je veux mettre le costume de Men in Black. Ah bon ok, tu feras un Men in Black alors. Et d'ailleurs dans la VF, c'est déjà une blague qu'il y a dans le premier et qui dans remplace le premier, sur Dennis Rodman. Exactement, c'est dans la VF. Ouais, c'est important effectivement. Mais oui, mais c'est aussi ce gag avec Michael Jackson qui revient. Puis je pourrais être l'agent, mais tu dis mais. D'un coup, t'as l'impression qu'on a une espèce de gag méta sur. Et là, alors que dans le premier, t'avais jamais ce côté référentiel. Et là, ici, t'as ce truc où tu dis, mais qu'est-ce que Michael Jackson vient foutre là-dedans ? En fait, c'est. C'est dans le premier, je crois que tu vois Spielberg, il y a un moment. Mais ça, c'est une scène rigolote. Il y a Stallone. Parce que t'as juste. Tous les gens que vous voyez là sont des extraterrestres infiltrés, mais ça, c'est drôle. Et on ne fait pas de gros plans. On non. simplement. C'est au spectateur à aller chercher le détail. Oui, c'est ça, exactement. Je crois que là, quand je l'ai revu, j'ai mis pause. J'ai oublié de pas le regarder. Et d'ailleurs, c'est un film qui a typiquement toutes les maladies d'une mauvaise suite, c'est qu'ils essaient de rejouer surtout les mêmes tropes que le premier. Ils essaient sans arrêt de faire des rappels à telle scène, à telle... en faisant soi-disant plus fort. Voilà. On va plus vite, on va plus haut. Et c'est là que tout dérape, parce que même, je trouve quand même un peu la créativité débridée que tu pourrais mettre dans les aliens. Je trouve que le premier alien que tu vois du film passer l'apparition de Serena, je veux dire, cette espèce de gros verre dans le métro, moi j'y ai pas cru une seconde quand j'ai vu le film, ça marche pas du tout. Et tu te dis, mais pourquoi ? Et puis alors, t'as aussi c'est dégueulasse, quoi. C'est moche. Ah oui, l'effet est super moche. Déjà, ça aussi, c'est surprenant, ce niveau technique. Je pense que Sonnenfeld a fait ça son pique pire un peu film les yeux. techniquement. Est-ce que quelqu'un regardait au niveau des différences de budget ? Il est plus cher. Le budget est plus cher, mais je crois, par contre, le truc, c'est qu'il y a eu des contraintes de temps énormes au niveau des créatures, etc. Donc je pense qu'ils ont rushé, quoi. Ouais. Et cette idée, moi que j'ai jamais compris, le concept de Johnny Knoxville, c'était cet alien qui a sa propre tête qui lui parle et qui est mal foutu en plus. C'est mal foutu. Sort de son sac à dos. Oui. C'est mal foutu, c'est jamais drôle. Mais oui. Il y a aucune des répliques de Johnny Knoxville qui est drôle dans ce film. Aucune. Mais je pense que c'est parce qu'on est trop vieux. Et à l'époque, est-ce que c'était déjà le début de MTV et de on est en 2005. Jackass. Mais sans doute, oui, ça devait être. C'est ça. Moi, Jackass, j'étais déjà trop âgé pour kiffer ça. Et je pense que ceux qui aimaient Jackass pouvaient aimer voir Johnny Knoxville dans Men in Black 2. Mais cette créature avec une seconde tête comme ça, par contre, est visiblement une référence. Pardon, c'est parce que je t'ai interrompu que tu souffles ? Non, du tout. Non, je disais. On est dans la merde dans ce podcast. On fait venir Johnny Knoxville, encore une fois, c'est un film de prod. Je vais me faire péter la gueule. C'est un film de. Il faut des trucs qui vont marcher. C'est ça, exactement. Voilà. C'est un film de prod. Mais c'est ça que je disais, qu'on est trop vieux, qu'à mon avis, ceux qui sont fans de Jackass étaient contents de voir Johnny Knoxville. Alors peut-être, mais il y a aussi autre chose, c'est que visiblement, ce type d'alien avec une seconde tête, j'ai lu que c'était une référence directe à la série animée.
Le chien, il n'y a pas un truc avec un chien? Mais je me souviens. Il y a, tu vois, Oh par là Franck, là. à un moment donné, moi j'aime bien le chien Franck, c'est un Non, chien qui je parle. vois un chien à Oui, plusieurs mais têtes un dans chien- le- J'aime Non, bien le je- chien franc. C'est un chien qui parle. Oui. J'adore Il les est bien chiens le qui chien qui parlent. parle. Il est bien le chien qui parle. Contrairement aux chats qui volent. Les chats qui volent, c'est beaucoup moins drôle. Ouais. Mais les chiens qui parlent, ça, c'est Ah, bien. moi, si j'ai les deux dans un film, je suis c'est- content. S'il y a un chat Mais- qui vole avec un chien qui parle, je sais. Moi, c'est je- trop bien. Je me Best dis life. que c'est peut-être une des manières d'expliquer aussi le fait que d'un coup, les Men in Black se mettent à faire du kung-fu. Parce qu'il y a pas que Z qui fait des pirouettes aériennes et tout le truc. Lorsque K retrouve la mémoire et qu'il se bat contre les aliens, Ouais, pareil. Oui, exact. ben, d'un coup, il fait des bonds en l'air. Ouais. Et alors, je me dis, à part essayer de faire d'une espèce de sous-Matrix, qui était quand même la grosse révolution, qui est le film important qui est sorti entre le Men in Black 1 et Men in Oui. Black 2, qui me paraît peut-être la seule manière de tenter d'expliquer que d'un coup, t'as Ils ces font vieux, des trucs. ces vieux bonhommes qui font du Ah oui. kung-fu. Enfin, En plus, ils ont des costumes comme les agents dans, Ouais, et ça- dans Matrix. et en Je ne sais même pas, temps, ça je ne sais ça pas. marche tellement jamais. Ou un autre gag que je comprends pas, même au niveau du concept, c'est donc en fait. On amène K pour qu'il se fasse déneuraliser. Donc ça marche pas tout de suite, donc il met du temps pour retrouver ses souvenirs. Il arrive chez les Men in Black, et là on l'amène dans une salle où il peut se faire déneuraliser. Jusqu'ici tout va bien. Sauf que Serlina attaque le QG à ce moment-là, et on les évacue comme s'ils étaient dans une toilette, Ça, j'ai pas et ils se compris. font emporter par de la flotte. Ça, Et j'ai jamais c'est- compris pourquoi. Alors, c'est un gag, on comprend que c'est un gag, mais c'est vrai que tu te dis, mais là, il Pourquoi n'y a pas une cohérence. À quoi en fait. ça sert, Oui, en c'est fait. ça. Pourquoi vous avez mis de l'eau dans les tuyaux? Un tel Suffit de décalage, l'air. oui. Mais Ça- c'est- le décalage est trop important. Après, j'ai à envie ce de moment-là. dire, on fait la même chose dans Minority Report et tout le monde crie au génie. Hein. Mais pour moi, attention, il y a le même. Oui, c'est je la vois même ce que tu idée veux dire. stupide dans Oui, Minority Report. Mais enfin, au moins ils sont dans de l'eau à la base. Oui, mais on ne sait même pas comment est-ce qu'ils arrivent dans ce centre commercial après avoir été évacués. Et- On en reparlera, monsieur. un je jour, pense on que parle tu de vas dire, Minority ouais. Report. Mais Un en jour, fait, on fera un spécial Spielberg-Tom Cruise. mais du coup, le film, Deux effectivement, fonctionne tout comme ça. T'as l'impression qu'ils ont complètement perdu. Ils ont Oui. pété les potards, quoi. Ils se sont dit, Mais- hop, on navigue à Et- l'aveugle. Ouais, mais Et je il y a crois que aussi c'est ça. autre chose, mais même je trouve que dans l'humour qui passe par des tropes qu'on connaît du premier film, il y a des choses qui sont réexploitées uniquement parce qu'il y a un petit regard en coin qui est donné au spectateur, mais en réalité, si tu prends le truc très premier degré, il y a plein de moments où K, c'est juste un gros connard. Et je pense notamment à la fois où il est sur le point de récupérer sa mémoire après se faire neuraliser, et là, il y a un personnage, un second couteau, qui est incarné par Tony Shalhoub. Sa particularité, c'est quand on lui explose la gueule, la tête repousse. On Repousse. Et Ouais, ouais. juste après s'être fait déneuraliser, il prend son pistolet et il défonce la tête de ce gars-là. Et là, tu te dis, ah super, il a retrouvé la mémoire. Il dit, non, j'ai pas retrouvé la mémoire. Non, c'est En quand fait, je savais pas que ça c'est repousserait. quand on lui dit, ah, je Ah, savais ça, pas que ça c'est juste un repoussait. connard. Mais quoi. moi, pour le coup, Et- ça m'a fait marrer. Le gag m'a fait marrer. Ah ouais. Et c'est là que je me Ouais. dis, ah mais en fait, Ouais. c'est un trou du cul, le mec. Tu vois. Oh, t'as raison. Et donc, moi, ça changeait ma perception du personnage. Oui. Je me souviens quand je l'avais vu à l'époque, je m'étais dit. Parce que c'est pas un assassin. Moi, le gag me Voilà. fait rire, mais on t'a jamais montré en quoi que ce soit que Non. c'était un meurtrier Voilà. qui pouvait, parce qu'il a été malmené, faire exploser la tête de Et puis quelqu'un. c'est Voilà. inutilement autorréférentiel par rapport Oui. au premier Oui, film. oui, donc, oui, tout à à un moment fait. donné, tu te dis, mais Ouais. pourquoi tu. Voilà. Ouais. Donc, ça fait partie des petits Voilà. soucis. Hein. Ouais, D'ailleurs, à propos de soucis Nombreux d'écriture soucis. aussi, alors, mais je crois que c'est peut-être moi aussi qui me suis Oui. tellement assoupi pendant ce film à un moment donné en le revoyant. Je sais Oui, pas de quoi tu oui. parles. Oui, c'est Franchement, toi. je dors jamais devant des films. J'ai l'impression qu'on ne sait jamais quel est le destin justement de Johnny Knoxville, qui pourtant était un peu Oui, le pareil. second méchant. Ah non, il est Il perdu. disparaît. Non, il Il disparaît. disparaît. Il disparaît. Il disparaît. Ouais, Il ouais. disparaît. Après avoir buté les Worms en plus. Après Ouais. avoir, donc Oui. les Worms, c'est des espèces de créatures qui sont récurrentes dans les Men in Black, qui sont des espèces d'insectes, de phasmes en fait. Ouais, Des de espèces phasmes qui épais. fument, qui boivent. Des phasmes épais. Voilà. Ouais. Et à un moment donné, effectivement, ils se sont fait attaquer par un ennemi. Et on dit que c'est lui, c'est Johnny Knoxville, qui les laisse pour morts. Et après, effectivement. Mais il y a pas. plusieurs trucs C'est pas- qui montrent que Il y a des trous le colossaux, film quoi. a dû être Un travail un de enfer remontage. de remontage. ouais. On le voit parce que quand Serlina entre dans le quartier des Men in Black, elle arrive à tous les capturer avec des scènes aux effets parfois vraiment atroces. Ouais, ouais. Et en fait, elle recrute les pires des aliens et tout ça. Ouais, référence à l'Empire contre-attaque. Voilà, elle envoie les aliens chercher K et tout ça, et puis 20 minutes plus tard, on la voit dans une discussion avec un autre alien, et on voit très très clairement
que ces scènes étaient associées. Elle est Mm. dans le même décor, elle a la même tenue, et là, il y a vraiment une scène qui a été coupée, ça a été rafistolé dans tous les sens. Donc je sais pas du tout en fait à quoi Men in Black 2 aurait pu ressembler. Devait Si ressembler seulement à- il y avait une vision un peu cohérente au début. Quoi. Un jour, je le lirai. Je dois le voir Commencer, quelque part. ils ont commencé sans avoir un scénario complet. Alors ça, aussi, c'est le cas du 3, figure-toi aussi. Ils Ah, ont ok. commencé le 3 sans avoir un scénario complet. Ah, bah voilà. Alors que le 3 se tient beaucoup mieux que le 2. Ils Bien avaient sûr. l'expérience Ouais. du 2 peut-être pour savoir comment pallier Oui, les trucs. oui, parce c'est que, ça. Ouais. non, le 2 c'est. Non, et puis il y a cette séquence de bouillie aussi visuelle à nouveau avec ce méchant avec cette grande cape qui se révèle être Oui. Ce méchant avec cette grande cape, Oui, c'est mais- bien dit. Oui, qui se révèle être des petites têtes sur des petites soucoupes volantes dans une scène atroce, mais d'une laideur. Enfin, c'est terrible. puis en plus, même les enjeux liés à Serlina, on voit bien que c'est jamais bien maîtrisé parce que finalement, la manière dont il s'en débarrasse, c'est il lui tire juste dessus avec son super pistolet quand elle décolle dans sa navette, et puis c'est Oui. bon. Et puis c'est terminé. Et l'autre s'en va, elle. Oui. Voilà. Elle s'en va dans fini. l'espace. On appelle. Voilà. Mais Rosario effectivement, s'en va. s'ils ont dû, j'avais effectivement oublié cette histoire du World Trade Center. Effectivement, ça devait se finir au sommet du World Trade Center, et là, boum, quoi. Entre la fin du tournage et boum, et puis il n'y a plus de World Trade Center, et là. Voilà. Ce qui a aussi impacté bien d'autres personnes, à savoir aussi le groupe de rap The Coup, qui sort leur album le lendemain du 11 septembre, avec Ouais. les 2 tours qui explosent derrière. Non. Si, si, Ouais, qui c'est était- ça. oui, Oh waouh. et on a dû faire, ah non, tiens, on va... Ça a un peu aussi On impacté 3000 personnes qui sont mortes. Oui, c'est ça, hein. j'allais dire, surtout, c'est ce que j'allais dire. Rappelons-le quand même, Je c'était parlais un je attentat parlais d'un point de vue terrible. culturel. Oui, oui. C'est ce que j'allais dire. Spider-Man aussi, hein, Spider-Man, ouais. Spider-Man, hein, C'est vrai. le teaser de Spider-Man qui disparaît tout de suite des écrans parce que Oui. waouh, c'est assez. Ok. Donc, c'est parce que je m'apprêtais en fait à dire on va partir sur le 3. Mais si tu veux intervenir. Non, c'est bien, c'est une bonne idée. Disons que je pense que je vais relancer un peu Antoine là-dessus parce qu'on en a parlé un peu off. C'est que ce qui marche super bien avec Vincent D'Onofrio dans le premier, représente bien le premier, et il n'arrive jamais à retrouver cette vibes dans le second. Je pense Oui, on là-dessus, n'a pas le même rapport. Tu disais tout à l'heure qu'en tant que gamin, il y avait quelque chose qui te faisait peur dedans, et que c'était en partie dû au jeu de D'Onofrio. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que le jeu de D'Onofrio est un vrai jeu comique slapstick pur. Mhm. Vraiment, Oui. c'est du burlesque, c'est-à-dire il a une gestuelle qui est improbable. Je sais même pas comment il l'a. Enfin, ça a été génial parce qu'il a dû vraiment aller chercher les gestes les plus improbables possibles en imaginant, bon, c'est un cafard de il 5 faut- mètres dans un Ouais. corps humain. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a encore une question de Et, rapport d'échelle. et hein, le quand on truc, y réfléchit, ouais. dingue, c'est que ce concept-là, quand tu le vois bouger, tu comprends Tu le intuitivement. Ouais. Mhm. Complètement, tu le comprends, et c'est à la fois drôle et à la fois c'est inquiétant. Et cet équilibre-là, il est vraiment, vraiment fascinant. D'ailleurs, c'est pas surprenant, on a un Rick Baker qui a aux effets au maquillage, etc. Et sur le mélange humour et horreur, Rick Baker, c'est quand même quelqu'un qui était là depuis le départ. Depuis Oui. le Le loup-garou garou de de Londres, oui, Le garou de effectivement, Londres, c'est exactement Ouais, le ouais. même genre de vibes autour de. Ouais. Ça peut être très Ouais. drôle, mais en même temps, D'Onofrio, ça reste une créature dangereuse qui plie les gens en deux, enfin Oui. des trucs ainsi, ce qui ne marche jamais dans le deuxième. Il n'y Non. a, pas, il y a Non. pas un moment où il y a Non. une créature extraterrestre qui te provoque la même sensation. Qui fait peur. Non, pas du tout. Aucune. La seule créature extraterrestre un peu fascinante dans le 2, c'est le Bolshinian. C'est Attends. celui dont Tommy Lee Jones essaye de latter les couilles à coups Ah de oui, pied. Ah oui. J'adore. Le testicule, Mais je sais plus comment il l'appelle. une testigle. En français, Une le testigle. testicle. Testigle. Oh, super nom. Ouais. Super nom, Testigle. Le testigle. Très, très bonne traduction. Et en fait, c'est un extraterrestre qui a une paire de baloches au menton, cachée derrière un pull à col roulé. Oui. Et pourtant, je trouve que ça marche pas du tout, tu vois. Non. Si tu dis, mais c'est quoi ce côté. Enfin, il y a même un côté bêtement vulgaire, je trouve, là-dedans. Tout comme Oui. quand ils prennent d'assaut le quartier des Men in Black, c'est à Serlina qui défait sa veste, et du coup, on voit la naissance de ses seins. Et donc, t'as John Knoxville qui fait oh, je m'évanouis, mon Dieu, boum. Et donc, ils font diversion comme ça. T'as envie de te dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ouais. Hmm. Non, mais Qu'est-ce qu'ils veulent Mais faire oui. à nouveau, le personnage de Knoxville en termes d'écriture ne fonctionne jamais, quoi. Donc c'est ni d'exécution Les visuelle, pires d'ailleurs. idées. Ils prennent chaque fois Ouais. les pires idées. Oui, c'est vraiment les pires idées Ouais, possibles. les pires idées Mais possibles. alors, qu'est-ce qui est pire? Les pires idées possibles du 2 ou l'absence totale d'idées du 4? Ah, on va bien voir. On va d'abord parler du 3. On va d'abord parler On du va d'abord 3. parler du 3. Parler du 3. Je propose parler du 3. Ouais, qu'on enchaîne. Voilà. Hein. Déjà, Pitch. dans le 3, qu'est-ce Quelle qui année se On est en passe quelle année, on, est, surtout 2012. on arrive en 2000. On est bien putain, plus tard. Hein. J'avais en Ouais, tête 2010.
Ok, on est en 10 ans 2012. plus tard. 2012. Non, 2012, donc 10 Ouais. ans plus tard. Et dans cette. Ouais, c'est pour ça que Tommy Lee Jones a pris ce méchant coup de vieux. Mais on va l'évoquer. Will Mais Smith en gros, aussi, hein. en gros, qu'est-ce qui s'y passe dans Men in Black 3 En fait, vu que K a été déneuralisé et revenu à l'agence, à la fin du 2, c'est toujours le cas. Donc, dans le 3, on les voit bosser ensemble depuis Voilà. 10 ans. Logique. Et on se rend compte que J essaye d'un peu se connecter à K et qu'il n'y arrive pas. K lui cache des choses, il est complètement, il a pas envie de discuter, il y a toujours ce problème-là. Et ils vont devoir commencer à enquêter sur l'évasion d'un extraterrestre qui était sur une prison sur la Lune, parce qu'évidemment la prison pour les dangereux extraterrestres pour la planète Terre, enfin pour les humains, c'est sur la Lune qu'elle se situe. Et il y a un certain Boris l'animal, mais il déteste qu'on l'appelle comme ça, il préfère qu'on l'appelle juste Boris. C'est vrai que c'est un extraterrestre à qui il manque un bras. Et il va réussir à s'évader de prison et aller acquérir une technologie qui va lui permettre de voyager dans le temps, avec pour objectif d'éliminer K 40 ans, je crois, avant, puisqu'il est responsable en fait de la perte de son bras et de son arrestation. En fait, ce qui va se passer directement dans le film, c'est qu'on va se rendre compte qu'il y arrive et que du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre, comme ça, le personnage de K disparaît, on le voit disparaître, on voit Tommy Lee Jones dans son fauteuil comme ça, t'as l'impression qu'il va clamser et puis pouf, il disparaît. Par une raison qu'on n'explique pas à ce moment-là, l'agent J, donc toujours incarné par Will Smith, est le seul à comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Lui, il se souvient de K, personne ne s'en souvient. D'autant qu'il y a une invasion extraterrestre qui commence. Et il y a une invasion Ouais. extraterrestre Ouais. qui commence. Ouais. Exactement. Autrement dit, le méchant Boris a réussi son plan. Le méchant Boris a réussi son plan. Et donc, il commence à avoir des symptômes un peu étranges, c'est-à-dire qu'il se met à boire énormément de lait chocolaté. Et le nouveau chef de l'agence, puisque Z en fait est décédé, mais voilà, je crois que de cause naturelle à ce moment-là, est remplacé par l'agent O. Et cet agent O va reconnaître ces symptômes et va dire en fait, quelqu'un a altéré le passé, donc il faut vous envoyer vous aussi dans le passé pour comprendre quel est l'événement clé. Un peu drôle, etc. ça. Je trouve que symptômes, lait chocolaté. Je trouvais ça rigolo. Ouais, Et, ça, c'est drôle. Et donc Ça, Will c'est Smith une idée, va prendre contact avec un alien spécialisé dans cette technologie, va voyager dans le passé, va rencontrer un agent K jeune incarné par Josh Brolin, et ensemble ils vont essayer d'empêcher à nouveau ou pas encore, enfin c'est un peu étrange, c'est toujours compliqué les voyages dans le temps, que ces événements-là n'arrivent, et ce faisant, l'agent J va aussi découvrir des informations essentielles sur son passé, qui explique aussi pourquoi il n'a pas eu la mémoire altérée d'ailleurs. Et ils vont être en cela aidés également par un autre extraterrestre, Griff. Oui, Qui génial. a Ouais. une vision de l'espace-temps et de toutes les possibilités du futur en même temps. Donc c'est quelqu'un qui peut vivre plusieurs espaces-temps. Oui. Et qui amène en une espèce parallèle. de comic relief par rapport à Oui, ça une qui est espèce de- génial. Oui. De Dr Manhattan, mais avec un gros pull en Et laine. un bonnet. Et en laine. et un bonnet Mais- péruvien. Et oui, en c'est même temps, ça. qui ramène un truc thématiquement assez ambitieux, en fait. Oui. Oui. Qui est un genre de chose qui avait complètement disparu du 2. Oui. D'avoir ce genre de personnage comme ça. Joué par le super Michael Stuhlbarg, que vous avez tous vu comme le papa dans Call Me By Your Name. Ah oui. Avec son super beau Exact. monologue à la fin du film. Ouais. Putain, c'est j'avais juste. pas du tout. Mais Tout à fait. Mais qui a une espèce de vibe, je trouve, un peu à la Robin Williams. Oui. Et il dégage cette espèce de Il y a un sympathie naturelle Ouais. comme Il y a un ça. peu ce Une côté- vibes un ouais, peu à la ouais, Robin c'est Williams dans Fisher King, je Oui, trouve. ouais, ouais. Mhm. Effectivement. Donc voilà, qu'en avez-vous pensé Mais comme disait Antoine, je trouve que ce troisième film fonctionne un peu mieux que le deuxième. Pourtant, après avoir vu le deuxième, là, quand je me suis retapé le deuxième, en fait, le deuxième, je l'avais jamais vu. Je me suis rendu compte en les revoyant que j'avais déjà vu le troisième, que j'avais trouvé pas si mauvais. Et quand je ne sais plus qui m'a dit « Ah, toi, le deuxième, c'est vraiment de la merde », dans mon souvenir, je me dis « c'était encore drôle, etc. » Et donc, non. Tu l'avais pas vu Le 2, je l'avais Peut-être que tu as demandé En fait, tu penses ça. Ouais, me faire flashouiller. Ouais, le 2, je l'avais Ouais. pas vu. Et je trouvais ici que ce film fonctionnait quand même mieux. Alors, certes, pas autant que le premier, mais j'aime bien le duo de J avec le K jeune. Ouais, Je trouve que ça fonctionne. Je trouve que Josh Brolin est excellent. il est génial. Je trouve qu'il fait très très bien Tommy Lee Jones jeune. Oui, tout à fait. Il fait très bien il est Tommy Lee Jones. Je trouve que le duo fonctionne. Je trouve que Will Smith a un côté beaucoup moins dépressif que dans le deuxième film et que là, tu vois, il veut vraiment chercher. Il est là pour retrouver son pote, quoi. Il est là pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Je trouve Le qu'il y côté a... positif qu'il avait dans le premier revient
Exactement, ça tout à revient. fait. Je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus buddy movies qui revient Oui, et qu'on puis- avait perdu dans le 2. Il a ce côté aventurier fonceur aussi. Oui, c'est ça. ouais. Il a un vrai but dans le film et je trouve que ça se ressent. Et j'aime bien le méchant. Je trouve que Boris l'animal, il est flippant. Oui. Franchement, Ouais, il est hyper flippant. La Ça, scène d'intro le vend bien. c'est très très Ouais. bien. Mm. Il y a juste que la Pussycat Dolls, là, encore une fois, ils mettent des personnages féminins qui servent vraiment à rien. C'est un peu une cata. j'avoue, ouais. L'agent O, Oh, qui est joué par Emma Elle est Thompson chouette. pourtant. Ouais. chouette actrice, mais Elle n'est pas beaucoup exploitée. hein. on ne la voit pas beaucoup, elle n'est pas beaucoup exploitée, mais c'est cool qu'ils aient mis cette actrice. Mais voilà, je trouve que relativement le film sauve un petit peu les meubles. Et par rapport à ce que tu évoquais, c'est qu'il y a quelque chose que je retrouve dans ce film-là qui était présent dans le premier mais qui disparaissait dans le deuxième, c'est un vrai impact émotionnel. C'est-à-dire Oui, que, tout à oui, fait, tout à c'est fait. ça. c'est-à-dire que quand tu suis Oui. les personnages, il y Ouais. a un vrai rapport empathique que j'ai Ouais. avec eux et je peux comprendre leurs émotions, etc. Alors que justement, Mais il fait moins c'était... plastique que le Il y avait, deuxième. voilà, il y Ah avait oui, un largement. travail dans le 2 qui Ouais. était de se dire ah Will Smith est triste parce qu'il se connecte avec personne. En fait, tu n'y crois pas dans Non. le 2 ou tu y crois dans le 3. Oui, Ouais. oui. Mais là, pour le coup, De nouveau, c'est un microcosme qui fonctionne à l'intérieur des Men in Black. Ouais. Bah, mot pour mot, moi je suis d'accord. J'enlèverais juste le mot relativement. En fait, moi quand j'ai vu le film, ça a vraiment été une très très bonne surprise parce que le Men in Black 3, je n'en entendais absolument rien. Quand j'ai vu que cette séquelle tardive avait été faite, ça m'a pas intéressé. J'ai complètement zappé l'événement et j'ai vu le film de manière. Au début, je pensais le regarder de façon un peu distraite, du genre allez par curiosité parce que en mémoire du premier. C'est quand même 15 ans après le premier, hein, C'est c'est 15 ans énorme. après, c'est énorme. Et là, pour le coup, j'ai retrouvé vraiment la vibes du premier, la vibes à la Sonnenfeld en guise de séquelle, enfin de suite. C'est si SOS Fantôme 2 avait été réussi, quoi. Je veux dire, Pareil. on retrouve Ouais, le ouais, feeling, ouais. on retrouve le film reprend une vraie sensation d'urgence Mhm. parce que le monde va être détruit si Will Smith réussit pas son truc. Et il y a même un côté, est-ce que c'est lié au voyage temporel et tout le truc, une vibes un peu Doctor Who, voilà. Ouais, j'allais Oui, dire. tout à fait. Mais ce moment, en fait, qui est une super scène, parce que c'est une scène qui m'a vraiment foutu des frissons de vertige, c'est la scène sur le Chrysler Building, où il doit sauter dans le Quand vide il saute dans le pour voyager vide. dans le temps, Ouais. et où en même temps les extraterrestres arrivent d'un coup, de par ce que Boris The Animal a fait. Il y avait vraiment un côté très Doctor Who, effectivement, là-dedans. Et c'est beaucoup mieux réalisé que le 2, aussi. Je veux dire, en termes de... Les plans sont beaux, tu vois vraiment que Sonnenfeld met le paquet en termes de mise en scène, cette fois-ci. Il y a, je dirais que pour moi, le seul endroit où le bas blesse, c'est la scène d'action finale qui fait de nouveau... on coche un peu les cases des scènes d'action finale de blockbuster. Mais elle n'est pas très très belle, elle n'est pas très très fascinante. Il y a ce petit moment où Will Smith réutilise le voyage dans le temps. Oui, parce que ce que j'allais Génial, dire, moi, j'aime hein. bien. Qui est ça chouette. fonctionne Ouais. bien. Ouais, ouais. Mais ça me manque malgré tout un peu de quelque chose. De punch, de Et peps. moi, ce que, Ouais. ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est réintroduire le lien avec le premier voyage vers la Lune, finalement, aussi. Où il y a ce... Enfin, moi, quand j'étais gamin, j'ai toujours été fasciné par ça. Parce que Tu l'as vécu toi en direct. en Parce plus. que moi, je l'ai vécu en direct. Hein. Il avait 17 ans à l'époque. J'étais dans le ventre de ma mère, je regardais par le nombril et j'ai vu le premier pas de l'homme sur la Lune, puisque un an après je naissais et que moi, ma mère m'a porté pendant 1 an et demi, tu vois, pour finir. L'animal ici, il a bien fallu 1 an et demi pour le... Mais oui, on va être neuralisé Le après parce que voilà. c'est un extraterrestre. Voilà, exactement. Et moi, je trouvais ça super chouette de choisir cette date-là, tu vois, la date du départ d'Apollo Oui. 11 comme Ouais. date de... Un peu comme dans Retour vers le futur, c'est une date qui La jonction, ouais. Ouais. la jonction, ou alors c'est totalement le hasard, comme dit Doc Brown. Mais ici, c'est évidemment pas le hasard. Comme toi, je trouve qu'il est beau. Il y a vraiment et un jeu aussi sur les couleurs par rapport aux années 60 et aux couleurs. Il y a vraiment un travail. C'est vrai que par rapport aux deux, J'ai envie de dire. mais c'est dommage que c'est un peu tardif, Oui. effectivement. On se dit, oui, bah oui, on est déjà dans la vibe d'aller rechercher, de jouer autant sur la nostalgie que sur la vraie qualité. Mais par contre, je suis surpris, tu me dis, le scénario n'était pas fini. Étrangement, ouais, le scénario était pas fini. Je regarde Christophe, mais Oui, vous mais pourrez couper ce Après, c'est bien, passage. tu peux regarder les différents. Chaque fois que tu regardes un Christophe, tu peux dire je regarde Christophe. Voilà, c'est ce qui est bien. Effectivement, le scénario, je vais aussi, puisque j'ai cité chaque scénariste, autant citer. Bizarrement, ce scénariste ici s'appelle Ethan Cohen, Ouais. mais avec le H qui n'est pas au même endroit que Ethan Cohen. Qui C'est n'est pas celui le qui même. a Ouais, écrit ouais, ouais. Idiocratie. Oui, c'est celui qui a Pour le écrit coup. Idiocratie, qui a Ouais. aussi écrit Tropic Thunder. Oui. Euh, Garfield.
Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Garfield Bill Murray a accepté de doubler Garfield parce qu'il a vu que c'était Ethan Coen qui Ah oui. jouait, et il l'a confondu avec Avec l'autre. Non Ça, c'est C'est bien. parfait, c'est parfait. Et c'est très Bill Murray. Ouais. Oui, c'est très bien. Ah, Je vais c'est travailler pas avec Ethan Coen. Ah bon? Mais vous n'êtes pas Ethan Coen, si? Si, c'est moi. Mais non. Mais là où je trouve que le scénario est très réussi et le film globalement vraiment réussi aussi, c'est que toutes les scènes sans extraterrestres, les scènes de relations de personnages, etc., fonctionnent toutes très bien aussi, comme dans le premier en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, Josh Brolin et Will Smith qui vont bouffer une tarte, Ouais. au diner, elle est super. Ça cette scène. fonctionne tellement Oui. bien, et notamment Ouais. quand il le regarde, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, mec? Ouais. Ouais, vraiment. Parce que tu vois, effectivement, tu vois que Josh Brolin, il est complètement dans la continuité de Tommy Lee Jones, mais qui a encore, Mais plus avenant. mais qui Ouais. a encore ce côté fun. Il a encore ce côté fun un peu pétillant. Et quand il y a Will Smith qui le regarde, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, mec? Ouais. Où t'as perdu ça? Je Ouais. trouve que ça fonctionne du Ouais. tonnerre. Ouais. Ouais. Et sans spoiler, le lien qui finalement, l'élément qui les lie, mais je trouvais que. Ouais, C'est il y touchant. avait un punch touchant. Bah là, l'émotion et émotionnel, l'émotion monte, qui ça n'était fonctionne. pas ouais. téléphoné, Ouais. rien du tout. Et puis là, dans Et qui ne tue pas le reste, c'est-à-dire Ouais. qu'on ne se dit pas après, comme par exemple dans Star Wars, où en rétroacte, on se dit, mais ça tient pas avec ce qu'il a fait avant. Ouais, ouais, Ici, ouais. on vient après, mais pour autant, ça ne déséquilibre pas le premier. Le deuxième, Ouais, ouais. on s'en fout, parce qu'il est mauvais, Ouais, ouais. mais ça ne déséquilibre pas leur relation dans le Dans le premier premier. On film. revient dans quelque chose qui est lié au personnage de K, qui est le personnage qui regrette, en fait, il se souvient de tout, lui. Oui. Constamment, et Ouais. il a posé plein d'actes qui étaient des actes absolument démesurés, voire même parfois dangereux ou cruels pour les personnages dont il a effacé la mémoire. Enfin, c'est le cas ici. Et tu comprends en même temps pourquoi cet homme, au fur et à mesure du temps, a dû se retrouver à plus vouloir s'attacher à qui que ce soit ou à Mhm. finir un peu aigri dans son Mhm. truc, parce que Ouais, tout à lui, il fait. se rappelle de tout. Il se rappelle constamment tout, et il se rappelle aussi des choses vraiment pas cool qu'il a pu faire, et ça ramène un peu à la thématique du neuralizer, Ouais. en se disant, Ouais. mais c'est pas qu'un outil fun en fait aussi, ça a Ouais. fait des trucs un peu Ben, crades. Et il y a un truc que ce film fait, que le premier faisait et le deuxième plus du tout aussi, c'est que il ancre cette espèce de notion des Men in Black et de leur rôle, etc. Il l'ancre vraiment dans la culture américaine, avec entre autres tous ces trucs qui tournent autour du baseball qui m'intéressent pas du tout, mais qui sont écrits de façon à ce que vraiment je trouve que ça fait vraiment sens sur la question du hasard, de comment est-ce que finalement la moindre petite inflexion peut complètement changer le cours des choses, etc. Il y a ça, il y a bien sûr le Cap Canaveral, et il y a aussi la Factory de C'est Andy génial, Warhol. c'est Ouais, génial. qui est complètement ouais, utilisé. Ça, c'est génial. Et Andy Warhol, je sais pas si vous avez reconnu qu'il jouait parce qu'il est maquillé. Il Oui, est vraiment si, je changé. l'ai reconnu, mais je n'ai pas Bill son nom. Hader. Ouais, voilà. Bill Bill Hader, Hader, qui, ouais. entre autres, qui a fait cette série phénoménale qu'il faut voir. Je le dis aux auditeurs, qui s'appelle Barry. Bref. Mais non, Bill Hader, qui est un très très bon imitateur en plus du SNL. Oui, et en fait, le gag, c'est que Andy Warhol, c'est un agent Men in Black infiltré. Mais j'adore, quand il est là, j'en peux plus. Cette scène est géniale. Cette scène est géniale. Je peins des pots, je ne sais plus quoi faire. Et tu vois, j'ai plus. Oui. Mais là, pour le coup, c'est Ouais. bien d'utiliser la référence et complètement l'intégrer dedans, ce Ouais. que le 2 n'arrivait jamais à faire. En fait, on a l'impression qu'il rétablit le potard. J'ai une allusion qui m'est venue, comme il y a quelques rôlistes ici autour du truc. J'ai l'impression que Men in Black 2, c'est un peu, on demande à un meneur, je veux refaire la part, je veux continuer le truc. En fait, il sait pas du tout ce qu'il a envie de te raconter, mais il est quand même obligé de le faire à un moment donné, et donc il essaie Il va plus ou moins piocher de dans les retrouver le éléments truc, thématiques. mais il a rien à raconter, et donc du coup, il fait juste des petits trucs un peu clin d'œil. Une mauvaise fanfiction. Oui, Le Ouais. 2, c'est un peu une mauvaise fanfiction du mais premier, oui, en fait. clairement. Quoi. Ça- Alors que dans le troisième, on a Improvisé. l'impression qu'il retrouve ce qu'il a Il envie de retrouve ça. dire. En fait, il dit, mais je veux dire quoi avec les Men in Black en Alors, fait. par contre, bizarrement, j'ai un truc, c'est que je ne suis pas fan du fait que, malheureusement c'est le seul rôle féminin, mais que ce soit Emma Thompson qui soit dedans, parce que je trouvais que ce côté british au sein de cette institution qui est tellement américaine, tellement new-yorkaise, ça ouvre le côté ça ouvre ce côté international qui va être utilisé dans la Ouais. Ce qui quatrième. n'était pas forcément une bonne Ce qui nouvelle. n'était pas forcément une bonne idée. Non. Mais je trouve Non. que ça retire. J'aurais voulu voir plus une femme plus emblématique de la culture américaine qui Ok, ouais. soit à la tête, Voire qui vienne new-yorkaise. remplacer. Hein Une Cathy Voir Bates. new-yorkaise. Voir new-yorkaise, bien sûr. Une Cathy Bates. Une Cathy Bates, oui. Ou, Ouais, c'est ou vrai, je sais c'est vrai, pas, ça ou, aurait pas été de mauvaise idée, effectivement. ouais. ou, Mais ouais, enfin bon, pour moi, ça va vraiment de la surprise. Pour le coup, Ouais. je m'attendais Ouais, pas à chouette, une espèce de retour de Sonnenfeld comme ça. bonne surprise. Et effectivement, pour le coup, un méchant qui fait repeur, en effet.
joué par Jermaine Clement, qui est le néo-zélandais de la bande, là, qui vient de Flies of the Conchord. Je ne sais pas si vous connaissez Flies of the Conchord. Pas du tout. Qui était une série musicale, un duo musical en série, qui était une série humoristique. Et puis c'était c'était vraiment le comparse principal de Taika Waititi. Hein. Il était dans What We Do in the Shadows. Ah, ok. Ah oui. Ouais, J'avais pas fait le rapprochement. Ouais. Effectivement, ouais. Mais il Exact. retrouve un peu cette vibe sans avoir le niveau de Donofrio, mais il y a ce côté aussi, je sais à la fois faire le truc un peu comique et tout ça, mais je reste quand même. Mais tout redevient Ah, il est drôle. moins comique. Je trouve qu'il est moins Il est moins comique que comique. Donofrio. Oui, quand même. oui. Mais il est Il méchant. est, il est plus cracra, c'est un quoi. vrai Ouais, méchant. mais le Donofrio aussi, c'est un vrai Ouais, méchant. c'est un tu vrai vois. méchant, c'est vrai. Bah, tout, Bah tout oui. redevient drôle dans les répliques et dans le timing Ouais. comique Ouais. hein, en réalité. Hein, Et là, ils auraient dû s'arrêter. Ils auraient dû. Ils auraient dû Oui, s'arrêter. la boucle était bouclée, c'était très bien. La en boucle fait. En était plus, hein. bouclée, Ouais. tout ça, et puis... Et puis, Et le drame. Et le et drame. puis le drame. Et puis le drame. C'est plus qu'un drame, c'est un trou noir. Il y a un truc... C'est un attentat. Non, mais c'est marrant parce qu'on pourrait se dire, on pourrait dire le drame c'est le 2, mais finalement il est mieux fini le 4e. Mais enfin, Mais il n'y a Non, rien mais en fait. c'est Le quand même- package est magnifique, mais il n'y a rien dans le package. Alors, Non, on va non, laisser ce Caroline- n'est pas magnifique. On va laisser Caroline pitcher d'abord. Parce Je vais que si elle y pitcher. arrive, parce que c'est un peu plus compliqué celui-là, j'ai l'impression. Non. Non, Tout est compliqué pour d'histoire. moi en termes de pitch, c'est bien, c'est une catastrophe. On est donc en 2019 quand ce film est commis par Félix Garrigret, dit F. Garrigret. Le pitch, on est dans une petite banlieue où il y a des parents qui vont se faire flashouiller par les Men in Black et où la petite fille de cette famille, elle n'est pas flashouillée et voit l'extraterrestre, elle le trouve trop cool. C'est marrant comme on a repris le terme hein, maintenant du Flashouiller, flashouillage, ouais, je trouve que ça va. qui vient de la VF du 1 Ouais, et c'est tout, je crois. Ouais, hein. ouais, ouais. Donc cette petite fille voit l'alien, elle n'est pas flashouillée et on voit après que cette petite fille grandit et toute sa vie va en fait enquêter pour découvrir qui étaient ces hommes en noir qui ont flashouillé ses parents et parce qu'elle sait que les extraterrestres existent et que son but dans la vie c'est de devenir une Man in Black ou une Woman in Black comme cette réplique est extrêmement Surlignée. bien amenée. Ouais. Vraiment surligné. Man in Black Vraiment Oui, j'ai essayé de leur en parler. C'est tout ce que nous en Ouais. aurons. Voilà. Ouais. Donc, elle arrive finalement à se faire engager par les Men in Black et va se retrouver à faire équipe avec Thor, vu qu'on Oui. est dans un Marvel, avec Chris ouais. Hemsworth, qui est un petit peu séducteur, mais en même temps, on voit qu'il a une face sombre. Enfin, c'est une catastrophe. Et donc, ils vont devoir enquêter sur je ne sais plus quelle merde d'enquête, parce que franchement, c'est une catastrophe. Si vous voulez mieux l'expliquer que moi. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Bah, en fait, vaguement, Mais J'ai dû le regarder en 3 fois. Hein. Je me suis C'est- endormi à chaque le- fois. Moi, je l'ai regardé en faisant autre chose. Ouais, en fait, il y a Non, déjà- en fait, ils ont c'est parce fait- qu'il y a plusieurs intrigues. Et puis il y a déjà Ah oui, deux. c'est ça. En fait, il y a deux prologues parce que le premier Ouais. prologue, c'est avec Chris Hemsworth et son mentor Liam Neeson qui sont à Paris et qui empêchent l'arrivée via une porte dimensionnelle. Attends, Bref, alors, on l'idée, ne le voit ça- pas en podcast, qui sont à Paris. Oui, guillemets. Paris, avec des Tout guillemets, est en ouais. putain de fond vert, Ouais, c'est ouais, insupportable. mais on voit la Ça tour fait- Eiffel. ça Ouais, fait- super. je sais pas Ouais. si c'est un hommage à Howard the Duck avec l'arrivée des monstres par un tunnel par un passage. C'est vrai qu'il y a ce début-là aussi. spatio-temporel. Ouais, ça. Mais oui, Et c'est ça, mais la ça ruche. montre bien. C'est les grands Voilà. méchants, c'est eux en fait. Voilà, c'est c'est la ça. ruche. Et donc Oui, là, la ruche, oui, c'est ça, l'idée, la c'est ruche. d'empêcher The Hive. les super méchants de la ruche de revenir. Enfin, c'est assez compliqué. Puis C'est en pas plus, il y, très a simple. deux. Mais c'est ça, mais en fait, ça montre déjà bien. Quand tu vois que le premier arrivait à chaque fois à bien cadrer Mhm. justement l'introduction de ces personnages, ici, c'est le bordel dès le début. Mhm. Avec deux prologues dont toi qu'on oublie, ce qui est normal. Parce que Vincent Ouais. me dit tu peux Ouais. pitcher, c'est pas simple. Je dis c'est simple. En fait non, c'est parce Non, que j'ai c'est juste pas pas pitché simple. la moitié, j'ai juste pitché la petite fille. Voilà. Oui, oui. Hein. Voilà. Parce que en fait, c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a deux personnages qui sont vraiment importants et qui ont un passif tous les deux, comme tu l'évoquais. Mais en plus, il y a deux intrigues. C'est d'une part, on se rend compte qu'il y a cette intrigue de la ruche qui est laissée en gestation pendant toute une partie du film et qui en fait après revient par rapport à l'intrigue de la première partie de film, qui est ils doivent les Men in Black, donc ils doivent escorter un grand ponte d'une association extraterrestre qui vient faire escale sur Terre et qui a avec lui une arme, quelque chose d'important. Et là, on va voir arriver deux extraterrestres interdimensionnels, ils sont un peu particuliers, ils savent changer de forme, ils savent un peu prendre l'apparence d'autres humains, et ils vont se faire attaquer par ces extraterrestres-là qui cherchent apparemment à récupérer un objet qui va se retrouver en la possession de la jeune Rookie,
que tu évoquais Ouais. plus tôt, et qu'elle va le cacher à sa hiérarchie parce qu'elle se rend compte que peut-être il y a une taupe, il y a quelque chose qui tourne par rond au sein des Men in Black, et je pense que c'est là qu'on arrive au principal problème du film, qui est que c'est un Men in Black qui se prend pour un James Bond, mais pas bien réussi, quoi. Mais ça, Oui. Tu pitches mieux que moi. Il y a une bonne idée dans tout ça, une seule bonne idée narrative, c'est que les neuralizers servent évidemment à une taupe. C'est qu'une taupe forcément peut se frayer son chemin Et que c'est grâce à ça, quoi. C'est à Ouais. moitié exploité en même temps. Ouais. Mais après, le côté espionnage, en fait, sonne avec le côté international, puisque Oui. du coup, parce que c'est quand même dans le titre, même si en fait, ça Ah oui, se c'est sent vrai, je t'ai on pas a- dit Men in Black Black International. International, Voilà, Men in ouais. Black International, qui en fait est un requel, c'est à la fois le 4 et en même temps c'est une envie de refaire repartir la franchise parce que on a ni Will Smith ni Tommy Lee Jones qui reviennent, on a juste Emma Thompson qui revient dans Ouais, le personnage qui de revient. Haw qui fait Qui la fait le jonction. lion, quoi. Oui. Ouais. Sinon Ouais. tout le reste est du neuf. On voit qu'ils veulent remettre à jour un duo. Enfin, du neuf, faut le dire vite. Oui, C'est comme du neuf. du recyclage Du neuf, scénaristique. du recyclage à peu neuf, mais près, avec des nouveaux tout- visages, tous donc les avec, éléments. Tessa Thompson et Chris Hemsworth qui avaient déjà fait un duo dans Thor Ragnarok, un truc Mhm. comme ça, Ouais. qui est un des Marvel que je préfère. Hein, soyez- bon, Ah, j'aime ok. beaucoup moi Thor Ouais. Ragnarok, Mhm. pour le coup. Taika Taika Waititi, Waititi, encore pour ouais. le coup. Et justement, moi quand j'avais vu, parce que là je m'étais complètement pas intéressé au film, sa sortie aussi, je m'étais dit, ah tiens, peut-être, sait-on jamais, une surprise. Un deuxième, une deuxième Une surprise. deuxième surprise. Mhm. Eh ben non. Surtout que ce duo-là, je me dis, bah, pourquoi pas. Oui, je trouvais qu'ils avaient une Ouais, bonne c'est dynamique vrai. dans Thor Ragnarok. Et non. Ça ne fonctionne pas. Catastrophe. Mais oui, mais il paraît que ça a été un vrai production hell, hein, oui ce film-là, où il y avait aussi de grosses mésententes entre le producteur principal et le réalisateur, donc F. Gary Gray, Gray, ouais. que tu évoquais, qui avait des réécritures de scénarios à tout va, à tel point que je pense que même les deux acteurs principaux, à un moment, ont engagé leur propre scénariste pour faire des retouches de dialogue. Donc, je pense que c'était vraiment, il y avait des grosses tensions au sein Confort. du... ouais. Et d'ailleurs, preuve qu'on est déjà dans le post-Marvel en termes de réflexion, c'est que les deux scénaristes qui ont été pris sont les scénaristes qui ont écrit le premier Iron Man, qui très clairement ont été pris effectivement pour ça. F. Gary Gray, ça pourrait être surprenant de le voir à la barre de ça, mais en fait, il avait réalisé Be Cool, qui était la suite de Get Shorty, Oui. qui était déjà Ah un film oui, de c'est vrai. De Barry Sonnenfeld. Sonnenfeld. Ouais. Donc, est-ce Ouais. qu'il y a eu un lien par là, d'un coup de le mettre, parce que a priori, c'était pas le réal attitré pour ça. C'est quand même un yes man, lui. Hein. Oui, mais il a Il a fait, fait il a beaucoup fait de The trucs, Fate and the Furious, donc je sais pas c'est lequel de Fast and Le Furious. huit. Je crois que c'est le 8. hein, c'est le huit. Oui, parce que ça. j'ai arrêté au 7ème. Il avait fait Straight Ouais, Outta le huit. Compton, donc vraiment un film Ouais. sur c'était quel groupe de rap Straight Outta Compton. NWA. Nigger with Attitude. NWA. NWA, ouais. Il avait fait une comédie avec Ice Cube, Friday. On le disait tout à l'heure. Et off, l'excellent il a Négociateur. fait J'aime Négociateur. beaucoup Négociateur. Ouais. Négociateur, Tu l'aimes aussi Ouais, c'est j'adore. pas- ouais, J'aime ce beaucoup film, mais aussi. personne ne l'aime, j'ai l'impression. Ouais, bah, Si, on j'aime est bien deux. aussi, moi. On est deux. On est trois, on est Vous êtes trois. trois, On est trois. Moi, je Ouais. l'ai pas vu, faudrait peut-être que je le vois du coup. Eh ben, on sera quatre. Je suis sûr que t'apprécierais. Il avait fait aussi. aussi The Italian Job, qui était nul. Oui, qui était Ouais. aussi une espèce de truc de Yes Man. Ouais. Remake. Et donc, qu'est-ce qu'il se trouve là? Et surtout, qu'est-ce qu'il fout là-bas? Et alors, développement Hell ou pas, il y a un truc qui me fascine dans ce film, dans le Men in Black International. À aucun moment, je ne vois des choix. Je ne vois que des non-choix à l'écran. Ouais. Il n'y a aucun choix de mise en scène. Ce ne sont que des espèces de plans larges ou un peu serrés, mais filmés systématiquement à un endroit où ça ne raconte rien. Les plans sont dégueulasses. C'est vraiment, Ça- il n'y a aucune personnalité. C'est Il y a pas l'absence d'enjeu. totale. Il n'y a pas d'enjeu. Il y a Ça, rien je- du tout. Il n'y a, Quand pas Christophe d'enjeu tout à l'heure- narratif. Il n'y a rien. Et alors, on se peut dire, oh putain, le spoil, soi-disant, de la taupe, mais on le voit arriver. Elle est mais, téléphonée, hein. enfin, Ouais. Ouais. il est téléphoné, quoi. Là aussi, on disait que Will Smith, dans le deuxième, a l'air de s'ennuyer. Bah là, le personnage, c'est Liam Neeson, il a l'air de s'emmerder, de cachetonner, et on sent tout de suite que, Ouais, bah, ouais, c'est évidemment, assez que c'est facile, lui. quoi. Enfin, Mm. à part avoir une moustache en pointe et faire en faisant rouler les moustaches, il y a tout qui pointe Ouais. vers c'est lui, quoi. Mais tu disais tout à l'heure, c'est une belle enveloppe et tout ça. Je suis pas d'accord, c'est même pas joli. Oui, Mais- non, quand je veux dire une belle enveloppe, je veux dire, Franchement- c'est fait avec une sorte de professionnalisme d'aujourd'hui, Oui, enfin, c'est-à-dire que tout a la même couleur. ouais, mais c'est ça. voilà, ça Il n'y a c'est. pas un putain de décor réaliste. Ouais, Il y a non. pas quand Non. dans le premier tu voyais en New York hyper beau, hyper organique comme ça, tu sentais l'humidité, t'avais vraiment tout le truc Ouais. t'avais envie d'y être quoi, tu vois. Ici, tu vois le fond vert non-stop. Moi quand j'ai vu ce plan avec la Tour Eiffel, je me dis c'est pas possible. Il faut qu'on montre qu'on est en France à Paris, on va mettre un fond vert avec une Tour Eiffel. Et Enfin, je c'est- dirais le pire par rapport à ce qui a précédé dans les autres Men in Black, c'est que on a que du CGI sur les aliens. Tout le temps. Je crois qu'on n'a aucun alien en solide, en dur, qui vient où on sent un peu de l'organique, quoi. Il y a les deux danseurs.
Oui, ça aussi. Oh quoi. là là, ces Alors, c'est deux-là. les Twins, c'est des danseurs de Beyoncé, apparemment, qui ont une petite notoriété. Qui ne Enfin, savent pas je sais jouer la comédie. Mais Hein, non, ils savent pas jouer. Et d'ailleurs, comme c'est des danseurs, il y a une scène, et ça représente bien le truc du film. Ouais. Ils Où arrivent ils dans dansent. une boîte et donc ils dansent. Ouais. Ça n'a rien à faire là-dedans. Ouais. C'est juste qu'on dit, ah bah, on a les Twins, il faut bien les faire danser, quoi. Ouais. Faut bien, Et je trouve qu'en même temps, il y a aussi quelque chose qui est une espèce d'aveu à la fois d'impuissance, voire même d'incompétence. T'as un concept qui s'appelle Men in Black International, qui d'emblée veut mordre dans le côté, on va mordre dans le côté espionnage. Ouais. C'est une bonne idée. Je me dis, bah oui, pourquoi pas vraiment assister sur ce côté. Donc tu dis international, donc Oui, des Men in Black qui vont aller Marrakech, d'un pays à l'autre, tu vois le Naples, truc. dans Voilà. un désert. Bah, tu vois le Ouais. côté Non, non. Marrakech, après, dès Ouais. que tu y es, ça fait un peu passer à Jason Bourne, tu vois, des Ouais. trucs ainsi, mais c'est surtout qu'en même temps, t'as jamais l'impression qu'ils voyagent. Non, Ils vont. on dirait que ceux qui rentrent dans une boîte avec un décor derrière. Oui, Ouais. puis même, t'as envie de te dire, mais Et puis il n'y a aucune raison qu'ils soient dans ces endroits. Oui, ça Oui, n'amène y a pas, aucune encore une fois, il n'y a pas d'enjeu. Voilà, Oui, c'est Il n'y a ça, pas exactement. d'enjeu scénaristique au décor, oui, en fait. et ça ne génère non plus aucune idée. T'as envie de te dire, d'accord, t'as les Men in Black américains, tu ne vois que ceux-là depuis le début. Mais pourquoi est-ce que les. Oui. Du coup, t'as envie de te dire, mais tu vois, les Men in Black anglais, les Men in Black français, Oui. pourquoi tu ne joues pas sur les particularités de ces Men in Exactement. Black-là À la liées au- Pixar. Oui, Qu'est-ce que tout d'un Oui, coup ça tout à donne fait. quoi les aliens en France ça donne mais quoi oui, tout à de fait. jouer là-dessus, d'avoir Ouais. en même temps, moi, de te dire, mais on va être créatif avec Ouais. cette idée qu'il y a des Men in Black dans tous les pays et des trucs comme ça, donc en avant, quoi. Ils n'en font rien. L'idée que Aykroyd avait aussi à un moment donné avec SOS Fantôme, hein, Ouais. d'imaginer des SOS Fantômes à travers c'est le vrai. monde, avec pourquoi pas en Écosse et d'autres Mais ce types qui est de un peu fantômes. C'est toi qui me que- l'avais etc. dit. Et Ouais. Ce qui est ça un- aurait été génial, quoi. Ce qui est un Ouais. peu ce que comment il s'appelle Vaughan a fait avec son Kingsman aux Oui, États-Unis. oui. c'est Ouais, ça. ouais, 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 il y a un peu Ouais. de ça, quoi. Ouais, ouais. Antoine, tu as touché ça du doigt tout à l'heure quand tu disais Emma Thompson, on aurait peut-être pu l'imaginer plutôt que de la prendre elle, lui prendre une actrice américaine, bah du coup avoir une Emma Thompson Bien justement pour représenter les Anglais. Et Ouais. puis, je sais Ouais. pas, Ouais, Et puis ouais, t'as Liam ouais. Neeson. Marion Cotillard en France. Oui, par exemple. Qui meurt. Ouais, qui meurt. Mais un truc, on a. Gérard Depardieu. Non, pardon. Oula, 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 oula. Un truc qu'on n'a pas mentionné, surtout, où est l'humour dans Men in Black International? Parce que autant. Non, mais Dans Autant- le fond, tu vois, dans le fond, à C'est droite, très loin. Parce que il y a une c'est- petite armoire, ils l'ont mis c'est- dedans et ils ont fermé la clé. je Et trouve ils qu'en ont fait, perdu la clé, dis donc. je trouve que le film se prend énormément au sérieux. Ah bah en oui. fait. Alors ils Ils essayent, essayent. Ils essayent. mais il n'y a Oui, ils pas, il y a n'arrivent pas. pas le côté Mais ils ne savent pas un ce peu que entre c'est. guillemets cartoon, un peu comics du premier film. T'as pas d'humour. Tu sens que les personnages sont sombres. Ses parents étaient flashouillés, mais tu sens que c'est pas un truc. Ses parents étaient flashouillés ou que Oui. tu sens que c'est rude. Elle a eu une enfance difficile. Lui, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. T'es là. Alors que même quand Tommy Lee Jones, il y a quelque chose qui n'allait pas. Oui, Ouais. On restait sur un registre de film divertissant. Ouais, ouais. Ici, je trouve que le film est prétentieux en fait. Ah oui, oui, Mais il ici, a ça va. un- Lui, ça ne va pas, mais il faut dire qu'il a couché avec beaucoup d'aliens quand même. Oui, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai quand même l'impression que c'est, par rapport au registre comique, que c'est un film qui fonctionne beaucoup sur de l'impro, dans le but de créer des situations un peu décalées qui te Ouais. permettent de rigoler. Sauf que ça fonctionne pas très bien. Et là, pour le coup, tu parlais de Ghostbusters, c'est un problème qu'avait eu l'adaptation, l'espèce de Ah reboot oui. de Ghostbusters qui Ouais. fonctionnait aussi beaucoup justement sur on s'est dit, bah, on garde juste le côté humour, on fait de Ouais, l'impro. Et il y avait aussi Chris Hemsworth dedans Mais en oui, plus. mais qui est bien et dans qui celui-là, était ouais, meilleur. très bien. Et qui était Meilleur, nettement parce que là, meilleur. il est pas bon, hein, Ah dans oui. Men in Non, Black. il C'est exactement ce que Il a je même veux pas dire. de charisme dans ce film, Non, alors non, que c'est oui. quand même un acteur assez charismatique. Il a même pas. Il suffit de voir ce qu'il Non. fait dans Furiosa pour voir la portée qu'il peut avoir et qu'il Oui, peut donner. complètement. Enfin, je veux dire, et même, Ouais, même dans Dans Thor Thor, Ragnarok. dans Thor, il est Oui, super. ouais, Tu vois. je reprends ça. Et il est drôle dans Sauf Thor. dans Love and Thunder. Dans Love and Thunder qui est un peu le Là, ouais. le Mais je- Men mais in je Black pense- international, mais dans Thor Ouais. Ragnarok il a vraiment un potentiel comique Ouais. et donc du coup À quand fond. je le vois au générique et je le vois avec Tessa Thompson je me dis oui, et pourquoi ça marche pas? Non, ça fait un- Mais je pense qu'il y a vraiment un problème. Après, j'ai pas envie de tirer sur ce pauvre F. Gary Gray, c'est ça F. Gary Gray, ouais. Mais La il y a- direction d'acteur, elle est il y a- cata. Hein. Mais tout, en fait, en termes de direction, rien ne va dans le sens de la comédie. Même toutes ces scènes avec ce micro, ce petit extraterrestre qui se trimballe avec eux, il n'y a aucun moment où son intervention réussit à être drôle, réussit à amener quelque Ouais, chose. Mm. On sent qu'ils essayent, mais c'est pas la mise en scène adaptée à ça, en fait. Mm. C'est pas du tout le format, c'est pas du tout le médium correct.
Mais je pense que pour que la mayonnaise prenne, il fallait. Enfin, Sonnenfeld, c'est quelqu'un qui Fallait a. pas le faire. Il fallait pas le faire déjà. Oui. La Déjà, mayonnaise, il n'y aurait oui. pas eu de mayonnaise, mais ça Déjà, aurait il y été a plus pas de mayonnaise. digeste. Faut pas mettre de la mayonnaise dans tout, quoi. Tu vois, Oui, surtout quand à elle est un moment rance. donné, Oh oui. là là. Mais je veux dire, pour qu'un Men in Black fonctionne, faut avoir en même temps la singularité d'un Sonnenfeld aussi, je pense, pour Oui. que ça prenne. Tout comme il faut un Ivan Reitman et un Harold Ramis au scénario et tout le truc pour que SOS Fantôme marche, quoi. Et encore, même ça, c'est pas la réussite assurée. Donc, Vous allez encore critiquer le 2. Moi, j'étais pas là. J'aimerais bien défendre SOS Fantôme 2, mais c'est pas le lieu. On refera un épisode. Je l'aime quand même bien aussi. Hein. J'ai Oui, dit il y a qu'il était des moins choses bon sympas. que le C'est- premier, ouais. mais je l'aime bien aussi. hein. Mais ici, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, c'est quand même dommage de terminer une saga en la flinguant à ce point-là. Enfin, une saga. Surtout qu'à la base, ils voulaient la relancer. oui, Enfin, c'est ça, un c'est requel, ça a tout du requel. Hein. Oui, mais ça a tout du requel de la période des gens qui, en voulant faire le Universal Monster, font la momie avec Tom Cruise, etc. Ouais, ouais. C'est vraiment des gens qui ne comprennent pas le matériau qu'ils ont entre les mains, ou qui plutôt veulent essayer de se projeter sur ce que le public voudrait avec ce matériau-là aujourd'hui, mais c'est des calculs de studio, c'est des calculs d'audimat, c'est des calculs de gens qui s'en foutent, qui n'ont aucune envie de le faire, en fait, en dehors de produire du fric. Oui, et qui n'écrivent pas avant. En non. fait, on construit comme une espèce de brique Lego, et puis après, on essaye de raconter une histoire Ouais. qui relie des scènes auxquelles on a pensé. Ah, ce serait super cool s'il y avait la Tour Eiffel. Ah, ce serait super cool si c'était international. Ah, et puis après, on fait comment pour relier tout ça avec une histoire qui raconte quelque chose. Mais de toute façon, on verra, on rattrapera ça en L'air de montage. l'envie de mettre des aliens dedans. Oui, c'est que, ça. mais Ouais. c'est que, Des aliens en plus, dedans. le On truc rattrapera ça au paradoxal, hein, c'est montage, que même en termes tracasse. d'écriture, et là je veux bien ton avis par rapport à ça, c'est que tu as l'impression qu'à aucun moment tu arrives y à croire, mais en termes de pure structure, les pay-in, les pay-off, les choses fonctionnent les unes avec les autres, tu vois. C'est-à-dire que quand tu as un objet qui est amené, tu sais que ça va être réutilisé vraiment dans une pure logique structurelle, scénaristique, Ouais, et là-dessus ça fonctionne, mais c'est juste qu'à aucun moment... Oui, tu- mais tu- ça tu fonctionne à peine. Mais en fait, c'est pour ça que je pense que le scénario n'est pas fondamentalement bon, même il est assez médiocre, mais il est fonctionnel. vois. Oui, c'est Je ça. suis sûr fonctionnel, qu'avec ouais. un C'est ça. Sonnenfeld ou peut-être quelqu'un de plus contemporain, peut-être sur l'humour ou quoi, il y aurait peut-être eu moyen d'avoir plus Ah, de... Taika Waititi, ça se trouve, Oui, ça aurait il y aurait Waititi. pu avoir moyen d'avoir... On aurait pu avoir des trucs drôles avec ce film. Mais ici, il y a même un truc dans le rythme du montage et des scènes où il n'y a jamais de fin. Ces scènes ne sont jamais ponctuées. Ça a toujours une espèce de truc mou. Et puis tu dis, tiens, la Oui. scène est finie, parce qu'on a une autre qui commence, mais qui commence de la même façon. Tu n'as aucun rythme interne dans ce film. C'est vraiment comme si une espèce de gros truc mou qui se déroule en permanence. Mais, Comme ces albums où toutes les chansons se finissent en fade out. Comme ces albums où toutes les chansons finissent en fade out. Ah moi, j'ai envie Déteste de leur dire aux artistes qui font ça, et sur scène, vous faites comment? Oui, c'est ça. Comment vous terminez votre morceau? Non, c'est une Bah, avez ils font, trouvé une ils fin font signe au gars et le gars il descend tout doucement le potard et ça finit. Parce que sur scène, ils ont une fin. Ouais, Pourquoi est-ce qu'ils n'ont ouais. pas une fin Ah sur bah ouais, l'album? c'est exactement Nom ça. de Dieu. Ouais. Mais c'est la preuve aussi d'un fonctionnement, comme tu dis, c'est le règne de la structure. Ouais. Et puis ensuite, on accroche des trucs dessus et on va aller Et on voit si chercher. ça prend. va aller On voit ce chercher- qui tient. Voilà. Et comme les acteurs sont pas contents parce que ils ont l'impression que c'est pas drôle ce qu'ils disent, on va aller chercher alors des yes men ou des auteurs qui vont venir sur le plateau. Et puis alors ça tourne au C'est grand parce qu'on a- bordel. Quoi. Là, pour le coup, Après, il y a des réussites dans ces cas-là. Mais Ouais, mais là, j'ai même l'impression qu'au niveau du concept, c'est vraiment incompétent. C'est-à-dire que on parlait du fait qu'il y avait une espèce de plaisir communicatif dans le premier et dans le troisième aussi pour le coup, à jouer du côté les Men in Black sont parmi nous. Et il y a des extraterrestres partout qui sont Ouais. infiltrés dans notre société et donc notre technologie en dépend. Ici, tu as l'argument, comment est-ce qu'on peut se dire Men in Black à l'international et n'en faire rien à ce point-là? C'est Oui. un peu comme s'il n'y avait pas un seul moment où, quand les gens écrivaient, ils se disaient, mais en fait, pourquoi ils voyagent? Qu'est-ce qu'on va en retirer en Ouais. fait? Qu'est-ce qu'on va faire d'amusant avec ce Mhm. truc-là? Bah, ils en font rien. C'est dire, t'as Oui, juste par l'impression qu'ils vont dire, Oui, ah, et ils t'as sont à aussi des Marrakech, trucs- clin d'œil Jason Bourne, Oui. ils sont tel Ouais. truc. Paris, bah, Tour Eiffel. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est Voilà. Et puis, tu as des trucs de plus en plus spectaculaires où tu te dis qu'à un moment donné, ils vont devoir flashouiller à la moitié de la planète. Quoi. Oui, Oui, oui. Mais bah oui. ça aussi, parce que c'est dans les premiers, on reste encore sur une Ouais. échelle. Ça C'est pourrait au fond être drôle, d'une si- c'est au fond s'ils d'une fabriquaient rue, au moins un c'est- satellite Ouais. flashouilleur. Oui, c'est ça. je crois que c'est ça. Mais après, bah, Avec pareil, Elon Musk. parce que tu dis Voilà. ça, parce que même, Elon Musk, même il doit Kay, fabriquer dit ça. dans le premier que oh, on sort pas son flingue comme ça à la Oui. moindre occasion, Ouais, justement, on ouais. est supposé être Et discret. après, quoi. tu vois que oui, la Tour Eiffel en fait peut effacer la mémoire de tout le monde. Enfin, il y a Ben ça. oui. Et en fait, il y a aussi un énorme rendez-vous manqué. J'ai l'impression dans ce film-là, qui est qu'à un moment, on est sur le point de te montrer
une porte d'entrée vers les milieux criminels Oui. extraterrestres. Oui, Et oui. à nouveau, là, ils n'en font rien. Ils te montrent une île perdue, soi-disant à Naples, où tu as le personnage qui est censé être une baronne du Rebecca crime. Ferguson, mais Ouais, qui en plus. Et on voit juste un de ses hommes de main. transparente Et oui, là-dedans, c'est quoi, c'est rien transparent. du tout, C'est un décor générique, à nouveau. Et on comprend pas aussi comment cette organisation fonctionne. Et on dit Pourquoi Naples, pourquoi? Parce que pourquoi c'est l'Italie, parce Oui. que forcément l'Italie c'est la mafia. Et Eh forcément, oui. on est encore oui, sur des eh oui. trucs. Mais encore une fois, ils n'en ouais. font rien. Et C'est ils n'en pas font comme rien, s'ils en ouais. faisaient C'est un des comme si d'un coup tu vois une caricatures, espèce de système vraiment mafieux Oui, à la Alien. où tu le avec des vois, où tu le trucs, découvres. ou ce même qui se tu les passe. vois intégrés dans le vrai univers de la mafia, parce que Ouais. c'est ça aussi, c'est pas juste. Ceux-là, ils sont juste humains, mais pourquoi est-ce qu'ils gardent leur costume humain s'ils sont isolés sur une île? Enfin, je veux dire, Ouais, à partir du c'est moment où ça n'a pas de sens. Si tu les voyais intégrés vraiment avec un vrai jeu là-dessus, enfin, il y a pas, il est même pas ludique en fait le film. Non. Non. Par contre, Du il existe 2 cuts du film, parce qu'en fait, effectivement, c'est toujours le même couple de producteurs qui ont produit le film. Donc, ils ont produit vraiment les 4 films. C'est d'ailleurs assez étonnant qu'ils soient à ce point, Dissonant. déviés. Ouais. À ce point dissonant, parce qu'en plus, c'est le cut qu'on a vu est celui des producteurs. Celui de Grey a été jeté. Donc il y a vraiment eu en effet un énorme, comme tu le soulignais tout à l'heure, mais un énorme clash. Et apparemment un scénario qui au départ convainquait tout le monde. Donc visiblement le scénario de départ aurait été bon. Mais c'était quoi le scénario de départ? Je Le pense scénario de avoir départ, su. apparemment, il traitait vraiment la question de l'immigration, en fait, Oui. alien. Ouais, beaucoup plus. Ça allait creuser de ce côté-là. Et apparemment, les méchants étaient 4, et c'était des espèces de Beatles de l'espace. Ah oui, c'est ça, oui. Ok. Ouais. Ah, Ouais. ouais. Qui fusionnaient en un seul méchant à la fin. Ah bah c'est plus sympa que les deux danseurs qui. Qui fusionne. Mais t'arrives à comprendre un peu comment des idées se transforment aussi. Oui. Quand, Ah ouais, voilà. ouais, ça, Ouais, 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 ouais. Ouais. Ça, c'est fascinant. Encore quelque chose à dire sur cette merde? Bah bravo, tu t'expliqueras avec le réalisateur. Ouais, bah écoute. Qui nous écoutent Qui viennent certainement. donc Qui viennent à Liège. Peut-être que les deux danseurs, ils nous écoutent. Hein. Bah, ce qui est dommage, c'est que ça a sûrement sonné le glas. Ce serait une super série. Bon, il y a eu la série pour enfants, mais ça pourrait être une super série en fait, Men in Black. À Vraiment, fond. on me dit Men in Black, c'est une série avec des épisodes en semi-bouclé ou même en bouclé complet. Moi, je regarderais ça avec plaisir. Mhm. Ouais. Avec l'alien du mois, enfin vraiment façon Ouais. Doctor Who. Ouais. Il y a vraiment cette possibilité-là, un crossover Doctor Mais- Who, Men Mais in c'est vrai Black. que ce qui est fou, Ouais, c'est ouais. c'est vraiment dans Ouais. ce quatrième, c'est l'absence de fantaisie en fait. Alors Oui. oui, tu mets des petits aliens et des trucs comme ça, mais t'as l'impression que c'est un peu random. On va leur mettre. Il y a pas cette espèce d'imaginaire justement un peu enfantin ou autre, ou enfin, juste un imaginaire en fait. Ça Mais va. si t'enlèves les aliens et que tu en fais des hommes de main classiques, Ça change rien. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un film d'espionnage pourri. Oui. Une mauvaise copie de James Bond, un peu paresseuse, quoi. Et Ouais, avec, ouais. avec de nouveau une espèce de fin typiquement Marvel, avec des tunnels vers une autre dimension, avec une bouillie numérique qui essaie de nous faire croire que ça arrive de partout à la fois. Enfin, t'as vraiment Mhm. cette espèce de truc qui est vraiment tellement formaté aujourd'hui qu'il n'y a plus aucun plaisir ni aucune Est-ce qu'il y a une surprise. lumière qui part vers le ciel ou pas? Parce Oui, que bien généralement, sûr, oui, il y a oui. la lumière. Oui, 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 tout à fait. Et c'est le portail. Hein. C'est Le portail de la vers, fin. hein. toujours Ouais. vers le ciel. Ah, Ouais. Ça, c'est obligatoire. Est-ce qu'il part vers le ciel ou est-ce qu'il part comme ça? Il part en oblique. Ouais. Ouais, en Depuis oblique. le sommet de la Ils Tour sont à Eiffel, 40, quand même. c'est original, c'est 45 degrés. Ah, attention, Oui. attention. Oui. Voilà. Mais oui, non, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur ce film. Non. Je Voilà. dirais que c'est pas la faute des comédiens. Non. Non, parce que t'avais envie d'y croire quand même quand Oui. tu les vois. Mais en ouais, même mais temps. moi, Mais je- pourtant, par contre, ouais. je trouve qu'ils sont pas bons, mais c'est pas de leur faute. Je pense qu'ils sont mal dirigés. Mm. Mais je trouve que Tessa Thompson, c'est ça? Tessa Thompson. Je trouve qu'elle est complètement à côté de la plaque, Oui, mais je ouais. pense que c'est une question de rythme dans la façon dont elle est dirigée. Ouais. Je pense que c'est Oui, pas sa c'est faute ça à elle. aussi. Ouais, je suis d'accord. Mais parce Ouais. que je me rends compte que quand je parle de petits films, je me permets pas de critiquer parce que j'ai pas fait de long et de ça. Dans des grosses prods comme ça, en fait, je me dis c'est pas possible quoi. Quel gâchis, À ce quel niveau. gâchis. Ah, à ça, ce niveau, tu vois, c'est plus compliqué d'être tendre. Ouais. On a nos auditeurs qui nous ont donné quelques avis. On fait peut-être l'un après l'autre, c'est sympa. Hein. On a d'abord les avis des auditeurs sur des bêtes petites questions sur Instagram. Donc ce sont des phrases très courtes. Donc par exemple, Benoît Damoiseau nous dit c'était franchement pas mal. Ensuite, David Zevert nous dit les 3 premiers génial, le 4 moyen. Ok, lui, il aime bien le 2. Hein. Ouais. Ok. Ça veut dire qu'il aime bien le 2. Thibaut Warin nous dit les 2 premiers étaient fous, les 2 derniers, bof bof. Vous voyez tous ces avis d'auditeurs très fouillés. Ouais. Oui. Mais ceci Et- dit, il réhabilite le 2. Ouais, à chaque Oui. fois, ouais. Loïc Delem nous dit il y en a un 4e, point d'interrogation, emoji caca. Je crois que je m'étais endormi devant tellement il était nul. Eh bien, écoute, nous aussi. Ouais. Je suis allé jusqu'au bout. Ouais, on a dû se forcer à aller jusqu'au bout, mais je vous dis, moi, 3 fois qu'il m'a fallu. Hein.
J'ai envie de titrer tellement fort. Euh, Oui. Oui, ça. On a Jean Guyenne qui nous a fait un avis beaucoup plus long parce qu'on n'était pas sur Insta, où il nous dit « Ah là 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 là, une saga de cœur tellement content que vous l'abordiez. » Il nous aime bien. Vous les enchaînez, là, les sagas cultes de 90s, après Batman et les Tortues Ninja. Vu à l'époque au cinéma avec le frérot et le papa, quelle claque. J'avais même le magazine, l'écran fantastique avec la superbe affiche en cover. Un excellent premier film, un Barry Sonnenfeld juste magistral. Le film est fun, drôle, rythmé, les acteurs sont solides, le duo est parfait et fonctionne à merveille. Les personnages secondaires aussi. Z est top, Vincent D'Onofrio méconnaissable. Et les effets spéciaux, mon Dieu, pas mal de pratiques, du numérique bien fait, tip top. Et ajoutez à ça la superbe musique de Danny Elfman, que j'adore. Le thème principal est juste excellent, qui aurait pu être un thème de Tim Burton. D'ailleurs, Burton ne devait-il pas réaliser le premier ? Question. Alors, Non, et alors il y a Tarantino qui a failli le réaliser, Ah. figurez-vous. Ouais. Ah. Il y a John Landis qui a failli réaliser aussi. Non, en fait, dès le début, ça devait être Sonnenfeld. Ok. C'est juste qu'il était super pris par, je ne sais plus quel film, sans doute Get Shorty, à ce moment-là. Mhm. Et du coup, ça a postposé. Parce que Ouais. Men in Black devait être fait dès 92, ils ont commencé à travailler dessus, sur le film. Ouais. Donc sorti 5 ans plus tard. Quand j'avais 12 ans. Et donc il nous dit, J'adore. il nous dit bref, un gros banger ce premier film. La suite par contre moins marquante, la méchante est moins iconique, certes Rosario Dawson apporte un petit plus, mais sinon on en prend. Sinon, on prend les mêmes et on recommence en gros, avec un scénario moins travaillé, moins passionnant que le premier, et cameo de musique qu'on adore, très drôle. Le 3 m'a bien plu, m'a bien plus plu que le second, pardon. L'arrivée de Josh Brolin apporte un truc, le scénar sur le voyage dans le temps, le passé de cas, c'est vraiment pas mal. Plus dans l'émotion aussi, ce troisième volet, top aussi. En fait, il était là, je pense qu'il a pris une machine à voyage dans le temps, il était à l'enregistrement. Mais en fait, c'est C'est pas Chris C'est Columbus. moi, en fait. C'est moi sous mon pseudonyme. Le 4 par contre, quelle plaît. Même si j'aime beaucoup le cast, ça ne marche plus. Le scénar est oubliable au possible, d'ailleurs je l'ai oublié. Un énième reboot remake qui veut surfer sur de vieilles franchises, c'est un gros nom. Et pas que pour moi, la preuve, il n'a pas marché et aucune suite n'est prévue avec ce cast. Donc Men in Black, j'en retiens une trilogie certes imparfaite mais solide, qui marche encore en 2025. Tiens d'ailleurs, j'ai le coffret Blu-ray là, je m'empressais de montrer la trilogie à ma petite, voir si ça marche toujours sur la nouvelle génération. Hâte de vous écouter en émission. On l'aime bien, Ouais, il est gentil. Hein. D'ailleurs, ce qu'il dit me fait rappeler qu'on n'a pas précisé, mais les trois premiers ont tous été des succès colossaux, en fait. Oui. Ils ont Oui. tous Oui. énormément rapporté d'argent au box-office. Vraiment, même le 2 était une des suites les plus rentables de l'histoire des Ok. suites. Ouais. Ouais. Et le troisième aussi, je pensais qu'il n'avait pas tellement marché que ça, puisqu'il est arrivé si tard, mais rebelote. C'est surtout des questions d'accueil critique, hein, comme je le Ouais. disais avec Ouais, Sonnenfeld toujours. en fait. Ouais. Oui, mais l'accueil critique du 2 a été assez désastreux. c'est n'a ça pas que empêché je dis, d'être un oui. succès. Oui, c'est ça, Ouais. c'est ça que je dis. C'était surtout, c'était là-dessus que ça blessait. Oui, pour, tout à voilà. fait. Mais d'ailleurs, petit point sur Sonnenfeld, parce que tu te demandais, tiens, qu'est-ce qu'il est devenu à partir des années 2000, mais il a surtout développé sa série The Tick, qui était une parodie aussi des super-héros à travers un personnage. C'était lui, aussi- j'avais compris. Oui, 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 tout à fait. Ouais. Et il a beaucoup travaillé aussi sur la série, qui était une nouvelle adaptation, après celle qu'il y avait eu avec Jim Carrey en film, de Lemony Snicket's A Series on Unfortunate Events. Et Oui. donc là, il a réalisé les 10 épisodes lui-même. Donc voilà, il a beaucoup surtout retravaillé en série, ce qui n'est pas surprenant. C'est souvent le destin de ces réalisateurs-là, pour le moment. Et un peu en prod aussi, il me semble. Oui. Voilà. Oui, et donc, alors la suite, évidemment, des encore un retours. petit avis. On a aussi Richard Colombo qui, pour son avis, nous dit C'est son vrai nom? Richard Colombo. Oui, écoute, c'est son vrai nom. C'est Michael Fenris, son nom d'auteur, mais il s'appelle vraiment Richard Et Colombo. est-ce qu'on a l'avis de sa femme aussi? Alors. Je sais pas. Oublions le remake, s'il vous plaît. Comme dit Will Smith, c'est une pure daube de chez Pure Daube. Antoine Billy qui nous dit C'est pas moi. une sacrée BE, voilà ce que j'en pense. Merci Antoine, qui est Merci, un ami. Antoine. Et un certain Christophe Cortouz aussi, qui dit « Moi, vous savez, il y a bien longtemps que je ne pense plus. Et on en a eu la preuve. Oui, vous en avez la preuve, hein. Ouais. C'est, voilà, je ne pense plus depuis 72 où j'avais 7 ans. Merci beaucoup tout le monde, Merci, merci Caro. Charlotte pour Merci, Caro. l'enregistrement et merci Vincent. Merci. Merci, Charlotte, Antoine. merci Vincent. Merci, Christophe. Merci Antoine. Merci Christophe. Merci, Christophe. toi Merci, d'être Christophe. toi. Merci Merci, Christophe. Caro. Merci Antoine. Merci, Merci Caro. Charlotte. Merci Charlotte. Merci Caro. Bonne Merci, soirée. Caro. Vincent. Et à bientôt. Merci Vincent. C'était des chiffres et des lettres. Motus. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcast. Apple Podcast, Spotify et YouTube, entre autres. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux où vous pourrez suivre les coulisses, les aventures de nos invités qu'on oblige à se déguiser en popcorn. Et n'hésitez pas à nous laisser des likes, des commentaires, à réagir à nos publications, car ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre amour de la pop culture partout dans le monde.